Aligner les équipes Growth et Sales, c'est un sujet dont j'entends parler depuis des années. Mais j'ai jamais vu un contenu didactique qui t'explique comment le faire. Et c'est ce que va faire Quentin Cosira, le Head of Growth de Hyperline. Avant d'aller plus loin dans la description de l'épisode, je voulais t'annoncer qu'on avait dépassé les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Si t'en fais partie, je te remercie. On a beaucoup plus d'ambition que ça, mais pour un début, honnêtement, c'est magnifique. Aujourd'hui, on doit être entre 40 et 50 abonnés qui s'ajoutent tous les jours. Donc peut-être même qu'au moment où tu regarderas l'épisode, on sera déjà à 600 ou 700, je sais pas. Si tu en fais partie, encore une fois, merci. Si tu n'en fais pas partie, tu sais quoi faire. Pour donner un petit peu de contexte sur Hyperline, ils ont levé 14 millions en 2 fois. Et de ce que j'ai compris, c'est ce qu'on appelle un call to cash. Donc ça a l'air d'être le trou entre le CRM et l'ERP. Mais ce qui va surtout te parler, c'est qu'ils ont plus de 150 clients, dont Lemlist, Ocus ou Gladia. Mais le plus important, c'est ce que moi j'ai appris dans l'épisode et donc du coup, ce que j'espère que toi tu vas apprendre. Quand Quentin il arrive dans la boîte, il veut tout de suite mettre des choses en place, mais assez rapidement, il y a ce que j'appelle un désamour, ou peut-être de manière plus conventionnelle, un déficit de confiance qui se crée entre lui et les équipes sales, parce que ce qu'il propose en termes de TAM ou en termes de liste, et même en termes de process et de prospection, ça fonctionne pas vraiment. Et ça, il le ressent assez rapidement, et c'est là où je te dis que lui, il arrive à se remettre en question, et il a mis des choses en place pour résoudre ce problème. Tu vas repartir avec tous ces leviers qu'il a mis en place pour recréer la confiance. Un des leviers, ça a été de créer une espèce d'agence interne à l'entreprise où les sales étaient ses clients et lui, il venait faire du custom pour ses sales. Tu verras aussi comment il a reconstruit un TAM à l'envers sur la base des deals gagnés et perdus. Et tu vas voir, c'est ultra ingénieux. Et tu verras aussi comment il a mis en place un benchmark d'outils d'enrichissement pour prouver quel était le meilleur outil et surtout pour mettre en place un stack qui va permettre aux sales d'obtenir à peu près 90% de numéros de téléphone. Au-delà du côté technique, parce que tu vas voir, il y a de la technique, ce qui m'a frappé chez Quentin, c'est sa capacité, encore une fois, à se remettre en question, à communiquer avec ses équipes, à trouver des solutions en permanence et à délivrer très rapidement, notamment grâce à Cloud Code. Bref, si t'es sales ou growth ou même co-founder et que tu vois parfois ces équipes se tirer un petit peu dans les pattes, cet épisode va vraiment t'inspirer. Ah oui, petite info avant la fin. Pronto ne s'appelle plus Pronto, mais s'appelle Pipecorn. Et donc aujourd'hui, t'es sur GTM Mon Amour, le podcast de la chaîne YouTube Pipecorn, et je te souhaite un très bon épisode. Hello Quentin. Salut Icar, ça va? Bien et toi? Ouais, trop bien. Et j'ai la chance, t'es le deuxième invité qui met un petit maillot de sport, donc j'en suis ravi. Et on peut tout de suite dire aux auditeurs qu'on s'est pas donné le mot, qu'on est Non, tous... non, non, non. En fait, j'ai vu l'épisode d'avant avec Vincent et j'ai vu que vous en aviez parlé. Du coup, je me suis dit, bon, je vais suivre le mouvement et je vais continuer la tradition de ces épisodes. Ben super, écoute, tu donneras des idées, j'espère, aux prochains invités. En tout cas, on s'est pas donné non plus le mot. T'as un maillot, je crois, des JO, officiel des JO de l'équipe de France. Exactement. Et moi, j'ai mis le maillot aujourd'hui de l'équipe de France. Quand l'épisode sortira, je sais pas où l'équipe de France en sera dans la Coupe du Monde. Si c'est dans 2 semaines comme prévu, il y a moyen que ce soit juste avant la finale ou par là. Donc écoute, j'espère que ça sera le cas et qu'on va pas nous porter malheur. En tout cas, encore une fois, J'espère merci. aussi. Merci pour la DA, pour le respect de la DA. Et ce que je te propose, bah déjà, je mets un petit peu de contexte et sûrement que ça sera dit en intro, mais c'est Nicolas de chez Pipecorn qui nous a présenté. Il m'a dit que tu étais un profil incroyable, que toi tu es un utilisateur de Pipecorn. Tu vas même peut-être en parler dans l'épisode, je crois. Ouais, j'en parle un peu. Mais le but c'était plutôt que tu nous donnes ton contexte, présenter Hyperline, vu que tu es Head of Growth chez Hyperline, dire depuis combien de temps tu es chez eux, nous présenter un petit peu ton contexte et on voir que ça puisse nous mener au sujet principal par la suite. Ouais, bah grave. Écoute, bah, je travaille chez Hyperland depuis 8 mois. Hyperland, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui gère finalement tout le revenu des entreprises. Donc généralement, c'est un peu ce gap que tu as entre le CRM et les ERP et tu as vraiment toute une flopée d'outils qui viennent gérer tout ça. Le but là, c'est de tout unifier à un seul endroit. Et ça permet aussi, notamment, c'est un outil de billing, de gérer tout ça de manière beaucoup plus simple avec des use cases qui sont beaucoup plus modernes aujourd'hui avec les nouveaux pricing qu'on a liés à l'usage, etc. Donc voilà, moi je te dirais qu'Hyperlens c'est juste un charge B mais au goût du jour. Et donc
on est sur le marché depuis globalement 2 ans. Ça fait 2 ans que vraiment le produit a de l'attraction et qu'on a des clients. Qui sont vos clients je crois que vous avez de beaux clients un peu à citer, de beaux Ouais, logos. grave, on a des beaux clients. Je pense que les plus connus pour ceux qui regardent ton podcast, ça sera sûrement Lemlist, puisque je crois qu'Erwan, en plus, il est passé dans le podcast. Donc, Premier épisode. ouais, ça fait partie de ce type de client qu'on a. On en a vraiment plein d'autres. Je laisserai regarder un peu sur le site. On a plein de beaux noms. Voilà, j'essaye de pas trop communiquer dessus non plus. Tu sais, dans ce milieu-là, on cherche vite les clients des concurrents. Donc, voilà. D'accord, ok, je vois. Et pour revenir un petit peu au sujet de ton produit, même si c'est absolument pas le but de l'épisode, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde, et moi ça m'intéresse, je te l'avoue. C'est quoi le pain? Parce que j'ai compris, tu parles de billing, tu parles de revenus, mais le pain principal auquel vous vous attaquez, que vous résolvez pour vos clients? Bah, je pense qu'il y a plein de pain et c'est un peu toute la chaîne de valeur que constitue le code to cash qui est le pain en fait. Tu vois, c'est de faire un devis, de pouvoir faire en sorte que la signature de ton contrat aille directement dans ton outil de billing. C'est aussi la capacité de faire des pricing intelligents, de pouvoir les changer rapidement sans devoir faire appel à des ingénieurs. C'est aussi la possibilité d'envoyer tout ça dans des outils comptables, dans les ERP. Donc tu vois, tu as plein de petits pains et le process, il est connu, il s'appelle le code to cash et c'est vraiment ça que vient résoudre Hyperline aujourd'hui. Ok, mais je n'avais jamais entendu parler de Go to Cash, C'est mais code to c'est cash. En gros, c'est du devis au fait d'encaisser le cash sur ton compte et de le réconcilier de manière comptable. Donc nous, on a vraiment toute cette chaîne de valeur qui est entre le CRM et le l'ERP finalement, qui est générée généralement dans plein d'outils. Et nous, bah, voilà, Ok, l'utilité, c'est vous ça. unifiez un peu la chaîne de valeur du Go to Cash, quoi. Avant, Du c'était coup, plusieurs outils, maintenant, il n'y en a plus qu'un, c'est le vôtre, quoi. ouais, Non? exactement. Ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Trop bien. Mais du coup, je suppose que ça. Et on peut commencer peut-être j'irai pas aller dans le cœur du sujet, mais forcément, des formations professionnelles obligent. Votre cible, tu parlais d'un client Lemlist, mais est-ce que c'est forcément des gros scale-up? Ou est-ce que carrément ça peut être aussi aux indépendants comme moi? Ou pas du tout? Est-ce que tu peux en parler de ta cible des ICP? Ouais, en gros, on va dire que tu vois, le use case majeur qu'on a comme client, c'est une boîte qui fait du B2B, qui a un système de billing, et tu vois, une offre qui inclut le fait de faire du pricing en recurring ou avec de l'usage. Donc, dès que tu vas générer des subscriptions ou dès que bah, tu vas faire du pricing à l'usage, du coup. Et en fait, cette partie-là, elle peut être bien gérée par d'autres concurrents. Mais dès que tu as aussi une sales motion, donc c'est-à-dire que tu vas négocier des contrats avec des sales et du coup là tu vas dire ok mon contrat ça va être ce prix-là pour la première année et ce prix-là sur l'usage pour la première année mais la deuxième année ça va monter à ce prix-là. En cas de over-usage il va se passer ça, ça. Donc c'est hyper custom et empirique à chaque contrat et c'est là qu'est la force d'Hyperline en fait c'est de mélanger un peu le usage et le subscription billing avec bah, une sales motion où tu vas négocier tes contrats à chaque fois avec chaque entreprise. Donc tu vois notre ICP, Lemly ça rentre très bien là-dedans parce qu'en gros ils s'adressent à des boîtes B2B, ils ont de la subscription, ils ont de l'usage et aussi bah, ils peuvent négocier des plus gros contrats avec de l'enterprise et l'intérêt d'Hyperline il est là. Donc tu vois, c'est globalement des boîtes B2B, SaaS qui font à peu près 20 millions de revenus, parfois plus, parfois moins. C'est ça l'ICP rêvé d'Hyperline. Ok, donc la partie sales-led est déterminante en fait. Ouais, c'est clairement un critère que nous on a, tu sais, quand on vient sourcer et filtrer un petit peu notre TAM, c'est de regarder s'il y a des sales qui sont dans les compagnies. Et on va en parler, je pense, par la suite. Mais trop bien, en tout cas hyper Exactement. clair. J'avoue que j'aime pas souvent parler de la boîte en question pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais en fait, je suis curieux et j'avais envie aujourd'hui de faire ça différemment. Et c'est beaucoup plus clair, donc trop cool. Et ça va me permettre peut-être de poser des questions plus pertinentes par la suite. Et toi, du coup, ce que j'ai vu, c'est arrivé il y a 8 mois, c'est ça, chez Hyperline. Je me trompe pas. En tout cas, sur LinkedIn, il y a marqué 8 mois. Et, et à ton arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je sais que pour ceux qui veulent aller voir d'ailleurs l'épisode de Paul de chez Usain, qui carrément lui fait tout un espèce de playbook que j'ai partagé d'auto-onboarding, de comment lancer l'outbound, notamment dans une scale-up où ça n'avait pas fonctionné avant.
Mais toi, dans les grandes lignes, ça a été quoi ton onboarding? Qui t'a recruté déjà? Et qu'est-ce que tu savais tout de suite qu'il fallait mettre en place? C'était quoi tes objectifs dans les 2 ou 3 premiers mois? Bah, écoute, moi, je t'ai recruté directement avec Lucas, donc c'est le fondateur. Et moi, je suis en fait le premier grosse guy de la boîte. En fait, il n'y avait jamais eu d'expert vraiment en gros avant. Sur un scope qui est assez vaste, tu vois, c'est l'inbound et l'outbound. On a une partie partnership qui va être gérée par Victoria. Et donc moi j'arrive dans ce contexte où bah, la boîte a vraiment une bonne traction, mais il faut l'accélérer et l'accélérer sur d'autres marchés que la France, donc notamment les États-Unis. Il y en a d'autres, hein, il y a l'Allemagne, l'Angleterre aussi, ça marche bien. Alors attends, Et je te coupe. Là, quand ouais, tu dis bonne traction, tu peux y mettre des chiffres ou un contexte, un état? ouais, en gros, ça faisait quelques mois que le produit a été validé, qu'il y avait des clients qui rentraient. J'ai plus le chiffre exact en tête, je pourrais te le retrouver, mais en gros, ça signait quand même quelques deals par mois. C'était, en gros, si tu veux, le produit avait trouvé son marché, il était validé. Ce qui n'était pas forcément le cas au tout début d'une boîte où tu sais, tu galères un peu à avoir tes Oui, bien premiers sûr. clients, tu te rends compte qu'il te manque des features et tout. Là, on avait un petit peu le bon produit pour commencer à vraiment développer la boîte. Et vous aviez Donc levé. ça, c'est hyper plaisant parce que tu vois, tu arrives aussi à un moment, et ça, je trouve que c'est vraiment cool quand c'est un conseil que je donnerais quand on choisit une boîte, c'est de voir si cette boîte, bah, il y a beaucoup de référents, de clients qui recommandent le produit. Je pense que tu vois, c'est un signe que le produit est bon, c'est que les autres clients le recommandent. Et c'était grave le cas chez Hyperline. Du coup, en gros, moi, j'étais assez confiant sur le fait qu'on ait un bon produit. Il fallait juste structurer l'ensemble du gros, tu vois. Et surtout, il n'y avait pas vraiment d'expertise pour ça en dehors de moi. Donc moi, en fait, je venais pour tout faire. Ok, et juste que je t'avais posé une question, mais je t'ai coupé la parole. Ouais, Vous aviez levé déjà, c'est ça? ouais, et Hyperline, ça a fait deux levées. Je crois qu'il y a une levée qui a été, si je me trompe pas, je crois que c'est 24 millions au total. J'ai plus les chiffres exacts, mais en deux fois. Et la dernière levée, elle avait été faite, je crois, globalement un an avant mon arrivée. Donc voilà. Ok, et donc toi, quand tu arrives, si je synthétise, ton but c'est de structurer le growth. Ce que tu entends par structurer, c'est, je suppose, c'est quoi? C'est quand même, il me semble, hein, tu me dis si je dis des Ouais. bêtises, c'est de mettre en place des tests de manière à ce que ces tests se transforment en quelque chose de prédictible et de dire si on met tant là, si on met tant de budget en paid, il se passe ça, si on met tant de budget en outbound, il se passe ça, si on met tant de budget, je sais pas, en Ouais. contenu, il se passe ça. C'est ça. Et de, en plus de ça, déployer à l'international. Ouais, en fait, quand je dis structuré, bon, en fait, la réalité, c'est quand tu viens dans une boîte, on te dit, bah, faut générer du pipe. C'est aussi simple que ça, hein. Moi, j'arrive, il y a déjà des sales, on recrute des sales en plus. J'arrive, Combien? on a Tu peux me recruté. dire? Ouais, aujourd'hui, on a 4 sales, on en recrute encore, mais plus sur le marché américain. Moi, je suis arrivé, il y en avait deux, on en a recruté encore avant. Donc, l'idée, tu vois, c'était de dire, bon, bah, en gros, il y a des sales, il faut qu'ils aient du taf, tout simplement. Donc, quand je dis déjà structuré, le principe de base, c'est fais du pipe. Et à la suite de ça, effectivement, c'est tout ce que tu dis. C'est de commencer à proposer les premiers tests, faire tes premiers budgets, leur montrer voilà, ce que tu attends, ce que tu peux espérer aussi en termes de forecast et tout. Et de lancer de manière purement opérationnelle les choses. Tu vois, là, on est encore à une stade où on est une boîte, tu vois, on est, je crois, un peu plus de 20 personnes. Euh, Tout le monde est opérationnel. Et quand je dis tout le monde, ça va de Lucas, qui est le fondeur, à n'importe qui dans la boîte, Vincent, qui est le CRO. Tout le monde est opérationnel. Et ils attendaient pas seulement qu'on ait des idées, mais qu'on les mette en place aussi. Et donc, donc, tu vois, c'était autant le cas sur l'Inbound. Il y avait déjà quand même des petites choses en place. Et sur la haute bande, où là, finalement, on partait de quasiment zéro, si tu veux. Magnifique. Et donc là, on reprend, on arrive à reprendre le train en marche avec ta slide où tu es parti de zéro. Et donc du coup, Ouais. on peut quand même annoncer un petit peu la thématique et ce qui m'a vraiment motivé, au-delà d'avoir un fit avec toi lors de notre premier échange en off, c'est que, et en plus, je crois qu'on a eu l'idée, mais 2 minutes avant et c'est un grand classique ça, avec moi et les personnes avec qui j'échange, on a eu l'idée 2 minutes avant de raccrocher, et pendant 28 autres minutes, on a parlé d'autres choses qui étaient trop cool,
Mais au final, on allait parler de choses assez classiques. Et quand tu m'as dit qu'en fait, il y avait eu euh, comment dire, une discordance ou en tout cas un désalignement entre l'équipe sales que tu dois alimenter et toi-même, non pas humainement, mais j'avais bien compris que c'était ben, les leads qui étaient envoyés, il y avait une espèce de déficit de confiance ou quoi. Donc tu m'as dit, ben voilà ce que j'ai mis en place pour me réaligner avec eux. Et ça, ce sujet, je l'ai entendu plusieurs fois avec des clients ou avec des confrères. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a une vraie opportunité parce que vous allez le voir dans l'épisode, tu as mis en place plusieurs choses. Donc explique-nous de où tu es parti avec eux et qu'est-ce que tu as fait pour réaligner, quoi. Ouais, c'est grave ça. En fait comment finalement tu construis la confiance entre l'équipe grosse et l'équipe sales. Moi, dans toutes les boîtes où je suis passé, vraiment toutes, hein, euh, il y a toujours eu ce problème de soit quand c'est côté sales qui parle, c'est de la faute du marketing, et quand c'est marketing qui parle, c'est la faute des sales. Tu sais, genre, nous, on reçoit que des leads de merde, ou le marketing qui va dire, ouais, non, mais les sales, ils appellent mal ou ils font mal le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Très bien. toujours eu cette petite guéguerre grosse et sales. Et donc, moi, mon constat, c'était ça. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien en place. Et, euh, et pour que ça marche, il fallait absolument que les sales soient dans le jeu et veulent aussi le faire. Et ça passait que par le fait de construire une confiance avec eux. Euh, donc, dès le départ, on les a mis dans le système. Mais je pense qu'au départ, on ne l'a pas fait suffisamment, ou peut-être qu'on n'a pas assez pris leur feedback. Mais en Ah gros, ouais, c'est ça. Peut-être qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait au départ, qui ouais. était au final de bonnes erreurs pour te permettre de corriger par la suite, mais au départ, quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as fait et pour toi, c'est quoi le top 3 ou le top 5 ou même le top 10 des erreurs que tu as faites pour t'aligner avec eux? Bah ça, je pense que c'est sur la prochaine slide, du coup, je vais switch dessus. Parfait. Mais en gros, tu vois, quand tu arrives et que tu dois construire du pipe pour les sales, euh, d'abord tu dis, OK, faut que je prenne les bons comptes. Donc déjà, il faut que tu essayes de comprendre l'ICP, ce qui n'est pas déjà forcément facile. Et c'est un truc, d'ailleurs, c'est une notion qui est mouvante, hein, l'ICP. Tu te rends compte que, enfin, l'ICP que je te montre il y a 8 mois et l'ICP que j'ai en tête aujourd'hui, rien à voir. Elle est beaucoup plus élaborée aujourd'hui. Et, et donc, tu vois, l'idée, c'est d'abord, en fait, tu vas faire le TAM. Tu vois, je vais parler aussi à des confrères, essayer de comprendre un petit peu, ouais, from scratch, toi, tu ferais quoi? J'ai parlé à pas mal de gens là-dessus. Et l'idée, c'est toujours, vas-y, tu fais ton TAM. Et la première crainte que tu as quand tu fais ton TAM, ça, c'est assez fou d'ailleurs, je trouve, c'est que tu as peur de louper des trucs dans ton TAM. Tu es obsédé par le fait de ne pas louper des trucs dans ton TAM. Et du coup, tu le fais hyper large et tu crées tellement de bruit dedans. En fait, ton TAM, il devient. C'est dramatique. Là, on va dire que pour Ouais, le aller TAM, chercher c'est tout le bien monde et le 5% manquant, tu vas te mettre 50% de bruit. Mais parce que tu as tellement peur d'en rater. Et en fait, ça, je pense que c'est une réflexion qui est un peu débile. À notre stade, en tout cas. Parce que la réalité, c'est que tu vois, avant d'éponger tout le time, on a le time, tu vois. Donc, si on faisait ne serait-ce que 20% du time, franchement, on ferait déjà une belle croissance. Tu vois ce que je veux dire? très bien, très très bien. Donc, c'est le premier truc, c'est OK, fais gaffe au time, va pas trop loin. Et ça crée du bruit, et le bruit, ça va clairement se ressentir dans la confiance que tu as avec les sales. Parce qu'en gros, quand tu leur envoies 10 boîtes, et que sur les 10 boîtes, il y en a 5 qui sont même pas dans l'ICP, les gars, ils disent, bon, là, tu Mais m'as fait c'est là perdre où je t'arrête. 50% de mon temps, en fait. C'est là où je t'arrête. Tu dis ils sont pas dans l'ICP, mais s'ils te l'ont donné, l'ICP. Déjà, c'est eux qui te l'ont donné, l'ICP. C'est les Ouais, fondeurs. C'est un mélange de tout le monde. Comment vous avez fait l'ICP? Ça, c'est un sujet. Je te laissais parler pour pas trop te couper, mais c'est un sujet. L'ICP, je crois que j'écoute. Bon, j'écoute pas assez de podcasts, mais j'en écoute quelques-uns qui m'intéressent vraiment beaucoup. Il y a plusieurs épisodes où ça revient sur le sujet. Tout le ouais, monde en parle comme si c'était aussi simple, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est c'est plus extrêmement dur. compliqué. Il y a Elric Legloire que j'ai reçu qui disait que parfois, il fallait jusqu'à 30 points ou 30 facteurs discriminants pour avoir un ICP, alors qu'en réalité, je ne dis pas qu'il se trompe, au contraire, mais dans la vraie vie, souvent, moi en tout cas, indépendant ou quand on arrive dans une boîte, souvent on va te donner trois quatre facteurs et ça va s'arrêter là. Donc, toi, l'idée, c'est comment vous l'avez fait et sans aller peut-être à la solution parce que tu vas la donner plus tard, c'est
qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mouvant? Enfin voilà, comment t'es parti déjà de ce TAM? Explique-nous. Alors, pour l'ICP, au début, tu arrives, on te donne une page Notion, on dit l'ICP, c'est ça, qui est d'ailleurs défini dans des termes qui sont pas du tout des termes techniques d'outbound. Et ça a une grosse différence, ça, parce que quand on dit, Mm. ouais, l'ICP, ça ressemble à ça, mais techniquement, dans l'outbound, c'est différent, tu vois, tu dois réfléchir différemment. Donc, tu as ça, C'est-à-dire, après, enfin, je pense que je comprends, mais c'est des postures, c'est des états, des comportements, plutôt, alors que nous, de base, en outbound, en tout cas, quand on crée un SP, on veut des facteurs discriminants, tu vois. C'est ça dont tu veux ouais, dire? Voilà. ouais, exactement. Tu vois, je te donne un truc, mais dans l'ICP, on n'est jamais vu me dire que voilà, c'était des boîtes qui faisaient du recurring billing. Je me suis jamais dit, tiens, je vais essayer de scraper les modèles des pricing des boîtes pour essayer de comprendre le truc. Parce que je veux dire, euh, euh, on te donne, on dit, nous, c'est une boîte qui fait à peu près 20 millions de revenus, parfois beaucoup plus. Tu regardes la base des clients existants. Bon, ça a toujours son défaut, c'est que tu pars avec un biais, en fait, tu n'as pas forcément possibilité d'avoir d'autres clients qui ne seraient pas similaires aux tiens. Donc tu fais un peu ça, tu participes aussi, moi j'ai fait pas mal de shadowing avec les sales pour parler, et du coup tu essayes de comprendre ton ICP comme ça, et du coup pour faire le TAM, mais j'ai fait, je pense que tout le monde fait au départ, j'étais sur Apollo, j'ai fait ma petite search, j'ai exporté tout dans une database, et voilà, j'avais mon TAM depuis Apollo. Donc tu vois, le truc, Apollo ça a aussi beaucoup de limites. Tu sais, notamment les taxonomies qu'ils vont mettre sur des entreprises. Par exemple, si tu mets, je veux une boîte B2B SaaS, sache que c'est la compréhension qu'a Apollo d'une boîte. Souvent, si tu fais ça, tu vas avoir énormément d'agences de consulting. Et il se trouve que nous, c'est pas du tout nos clients, les agences de consulting. Elles vendent pas de software, elles n'ont pas de recurring billing ni d'usage dedans. Du coup, bah, ça ne nous intéresse pas. Du coup, tu arrives avec un gros TAM et là, tu dis, OK, bon, bah, oui, je vais commencer par essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, je vais essayer de le filtrer, etc. Donc, c'est un peu ça, tu vois, le truc, c'est qu'on a fait le truc de base qu'on m'a recommandé un peu partout. Mais d'ailleurs, la construction du TAM, nous, on l'a un peu reverse et j'en parlerai après, tu vas voir. Ouais. Et comment, du coup, comment s'est fait entre guillemets, le désamour? C'est-à-dire, c'est quoi? T'as envoyé des leads dans des séquences ou juste une liste à tes sales pour qu'ils appellent? C'est Ouais. quoi les actions qu'ils devaient faire et comment eux, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas contents, en fait? Bah, en fait, t'as tellement de choses qui se rendent compte pour lesquelles ils sont pas Ah, mais contents. vas-y, on est là pour. Dis tout, on est là pour récupérer tout ça. Mais en fait, tu vois, d'abord, là, on parle que d'ICP, mais tu vois, on va pouvoir parler aussi de persona derrière. Parce que tu vois, donc quand tu as ton ICP, il faut trouver les personas qu'il y a dedans, dans la bonne boîte. Et du coup, bah, les sales, à chaque étape, ils ont l'occasion de ne pas être contents. Donc là, on disait purement ICP. Parfois, ils vont voir des boîtes. Ils vont dire, mais attends, ça, c'est une boîte c'est une agence de consulting, c'est pas du tout Parce notre que clientèle. tu leur faisais checker d'abord les ICP avant de générer les personas? Non, non, non. Ah, non, non, non. C'était le process. En fait, au départ, tu te mets d'accord, tu dis, OK, ça c'est l'ICP, ça c'est nos personas, et du coup, après, tu crées tout, t'orchestres tout. Tu sais, nous, on l'a fait sur N8N. En gros, on prenait nos boîtes, après, on faisait nos personas search, après, on faisait l'enrichissement, et après, on envoyait ça dans le CRM. Donc, on a orchestré tout ça. Et du coup, eux, les sales, à la fin, ce qu'on leur demande, ils ont une liste. Nous, on utilise Latio. Ils ont une vue dans Latio avec tous les nouveaux contacts dedans, et en gros, ils doivent la dépiler. Eux, ils s'occupent vraiment que de la partie call call. On leur a pas demandé pour l'instant de gérer la outreach sur l'Emlist, par exemple. Ok. Et du coup, c'est à cette occasion-là. C'est soit ils vont voir des boîtes, ils vont regarder un petit peu, ils vont se dire bon bah là les boîtes sont pas intéressantes. Soit juste ils vont appeler des gars et les gars vont leur dire bah non c'est pas intéressant. Tu vois, et du coup ils vont te faire un feedback. Nous on avait quand même un peu on avait vu le truc venir en quelque sorte. Du coup on avait quand même préparé certains champs dans la tuyau pour qu'ils puissent faire les feedbacks et les comprendre et qu'on puisse bah, nous itérer. Bah, c'est un peu comme ça, tu vois. Tu balances des trucs dans la tuyau, ils te font des retours et t'itères. Et à chaque fois, bah, tu vas améliorer le truc. Mais, enfin, tu vois, avant d'itérer, on a fait tellement de trucs nouveaux qu'on n'a pas passé assez de temps directement à améliorer l'ICP. Et moi, je pense qu'on aurait dû faire que ça. Je te donne un autre exemple. On a passé pas mal de temps aussi dès le départ à se dire, OK, il faut capter des signaux. Donc on s'est dit, on va capter ce signal-là, ce signal, plein de signaux. La réalité, c'est que bah, déjà, quand tu fais plein de trucs, tu les utilises pas assez. Et surtout, bah, tu peux capter tous les signaux que tu veux. Si l'ICP, c'est pas bon, tu vas avoir un signal sur une boîte qui est pas la tienne. Donc voilà, t'as ce Et voilà. problème-là.
Et après, même, tu vois, sur le persona search, tu te poses 20 000 questions. Est-ce que j'enrichis combien de personnes dans une boîte? Qui je prends? Qui je priorise? S'il y a 10 mecs, je prends lesquels? Parce que tu vois, l'enrichissement derrière, ça va avoir un coût. Si tu as 10 mecs dans une boîte, est-ce que tu enrichis tout le monde sur un numéro de téléphone? Bah non, dans ce cas-là, il faut que tu C'est qui réfléchisses bien. du coup, vos personas, c'est qui? C'est les justement. Bah nous, globalement, c'est les gens qui sont dans la team finance ou revenus. Donc tu vois, ça peut aller du CFO, Finance Manager, ça peut être du Head of RevOps, bah, RevOps Manager. Il y a une partie opération. Et pareil, tu vois, c'est assez empirique à chaque boîte. Dans les boîtes assez grosses, tu vas avoir ce type de persona-là. Et après, dans des boîtes où tu as 20, 30 personnes, tu peux avoir aussi bah, parler directement au fondateur. Donc Ok. le but aussi dans ta persona search, bah, c'est de prioriser, de comprendre lesquels sont les mieux, etc., etc. Et toi, du coup, encore une fois, vu que le but de l'épisode, c'est de se concentrer sur cette relation avec les sales, toi, on va dire que, je sais pas, au bout de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais au bout de un mois et demi, tu as sorti quand même, je me doute, en un mois, tu as fait ton onboarding, il y a déjà des premières listes qui sont sorties. En tout Ouais, cas, un premier TAM, le fameux TAM large. Dans ce TAM ouais, large, tu leur envoies quelques extraits ou je sais pas comment, tu balances dans le CRM des listes ouais, pour qu'ils puissent commencer à les traiter. Et c'est là où ils se rendent compte que ça va pas. Et est-ce qu'ils te ouais, remontent le problème? Comment ils te le remontent? Encore une fois, j'essaye d'appuyer sur le problème au maximum pour le comprendre. Parce que moi, ouais, il me semble tellement logique, mais je l'ai jamais vécu. Et donc, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui l'ont déjà vécu ou qui se disent qu'ils vont peut-être le vivre. Donc, euh, comment tu le vis le problème en fait? Comment eux ils te remontent le problème? Est-ce qu'ils te le disent ou est-ce qu'au contraire c'est une espèce de guerre froide et tu t'en rends pas compte et ça empire? Comment ça se concrétise de manière très factuelle? ouais, bah, de manière hyper factuelle, ils vont te mettre des feedbacks dans les champs dédiés dans le CRM, donc tu vas très vite comprendre. Après, toi, tu runs tes analyses aussi de ton propre côté, combien tu done qualify et tout. Donc, il y a beaucoup d'analyses que tu vas faire de ton côté. Ok, Après, voilà. moi, j'ai des weekly avec chacun des sales où pendant 15 minutes, moi, je leur explique ce qu'on fait de nouveau, ce qu'on essaye de résoudre comme problème. Et eux, ils me disent bah, les nouveaux problèmes et ce qu'il y a. Et ça, je le fais encore, hein. Ok. Donc, toutes les semaines. Et c'était pas du tout guerre froide. C'était vraiment, tu vois, l'esprit, c'est de dire bah, faut améliorer le truc. Mais c'est dans leur intérêt aussi, hein. Ok, voilà. Et ça, je pense que c'est une bonne pratique. Et je sais pas trop si ça se passe comme ça dans d'autres boîtes. Mais les intérêts du marketing et les intérêts gros et les intérêts sales sont hyper alignés. Mais pour une raison assez bête aussi, c'est que tu vois, nos variables et nos compensations, elles sont tous les deux alignées sur du meeting booked. Donc moi, j'ai envie qu'ils en booked et eux, ils ont envie d'en book parce qu'ils ont besoin de faire du revenu aussi. Donc, en fait, tu vois, Bah, vous nos êtes dans la intérêts. même team, quoi. Le but, c'est enfin, je fais une analogie de comptoir, hein, mais c'est comme les attaquants et les milieux de terrain. Donc, le but, c'est qu'à la fin, si tu veux toucher ta prime de match gagné, tous les deux, vous êtes dans la même équipe. Donc, Exactement. évidemment, vous êtes alignés et que les intérêts sont convergents. Mais ce qui, du coup, m'intéresse, c'est, encore une fois, est-ce qu'il y a des conséquences à ce qu'ils Ouais, voient que, du coup, ben, quand toi tu fais tes analyses et que eux t'envoient des feedbacks via le CRM, est-ce qu'il y a une conséquence? Je sais pas, je veux dire une bêtise, hein, peut-être, c'est que ils vont plus tout prendre ta liste et ils vont y aller exactement. eux. Ah voilà, tu C'est vois, et ils vont se c'est débrouiller exactement ça différemment, ils comme vont ça se prendre un termine. tel snap. Ouais, voilà ça. T'as la partie, bah, tu as ce petit bloc-là, result. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'à la fin, bah, ils disent, OK, en fait, je perds mon temps et je vais faire mes trucs tout seul. Ce Ils te le qui... disent ça? Ils te le disent ou pas? non, ils te le disent pas, mais tu le vois, en C'est ça. fait. Tu vois, tu le sens, tu le vois, le truc, tu te dis... Mais même toi, tu le vois. Moi, je suis d'accord avec eux, enfin. Dans l'absolu, si ce qu'ils font, ça porte pas suffisamment leurs fruits, c'est normal et compréhensif que eux, ils essayent de faire autrement. Donc toi, tu le sens. Après, moi, franchement, je trouve que chez Perlin, j'ai eu assez de chance là-dessus. C'est que jusqu'encore maintenant, on a toujours des feedbacks et ils sont quand même toujours hyper intéressés pour que le produit marche. La réalité aussi, c'est que on a eu des résultats assez vite aussi. Même si on avait beaucoup de déchets, on a eu quand même des résultats qui étaient encourageants. Tu vois, c'est pas comme si on avait vraiment rien eu. Si tu n'as rien, voilà, franchement, c'est compliqué. Mais si tu as une petite graine pour continuer à faire naître l'espoir que ça va être meilleur plus tard et que la petite graine va être un énorme chêne à la fin, bah, Ok, donc ce que tu ça dis, te c'est permet de garder que la confiance. malgré le bruit,
On pourrait peut-être même, j'ai eu l'idée tout à l'heure, le tam-tam, on pourrait l'appeler presque, parce que malgré le bruit dans le tam que tu as, il y avait dans le tas, du coup, quand même des cibles pertinentes Ouais, que heureusement. eux appelaient, et du coup, vous vous basiez peut-être sur ça pour dire, ok, on va itérer, là c'était Voilà. pertinent, là ça l'était pas, ça leur donnait confiance en eux, comme encore une fois, comme un attaquant, même s'il marque des petits buts de raccro ou qu'il marque son but, il est content, il garde confiance en lui. Vous avez Exactement. confiance globalement en vous parce que le produit fonctionne et ils disent bon, mais maintenant comment on fait pour s'améliorer, pour créer une meilleure symbiose, surtout aller chercher un TAM et des ICP plus précises et plus pertinentes pour eux. Donc Ouais. trop bien, je vois ce qui se passe. Donc du coup, c'est quoi la phase d'après? Qu'est-ce que tu fais pour affiner tout ça en fait? Juste pour expliquer l'orchestration, la première orchestration, c'était on crée un TAM avec Apollo, on vient le déverser dans une database. Après, on va avoir des flows N8N qui vont faire des persona search. Encore une fois, on utilisait Apollo pour faire les persona search au D'accord. départ. Et à la suite de ça, on va faire de l'enrichissement. On le faisait avec Full Enrich. Ça aussi, on a changé. C'était un point important pour les sales aussi d'ailleurs. On faisait de l'enrichissement et après, on venait déverser ça dans le CRM. L'enrichissement, ça comprenait tu sais, contact et tout, mais ça pouvait comprendre aussi de l'enrichissement sur les compagnies, essayer de capter de nouveaux signaux. C'est globalement un truc assez classique, hein, et nous, on l'a orchestré sur N8N pour cette machine qui était censée marcher en autopilote en quelque sorte. Tu vois. D'accord. Euh, euh, mais bon, le problème, tu vois, c'est qu'on avait cette machine-là qui fonctionnait pas très bien, et du coup, les sales, tu vois, ils y croient plus. Et tu dis, ok, comment je fais pour les garder dedans? Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est bon, ok, nous, on vous propose des listes, qui sont peut-être pas top et tout. Ce que je vous propose, en attendant qu'on les améliore, c'est vous aussi proposer vos listes. Et on va s'occuper nous-mêmes de toute l'orchestration. Donc là, très clairement, ça a été fait avec Claude Code. Et c'est comme ça aussi qu'on est venu à Pronto d'ailleurs, hein. C'est que moi, je voulais vraiment changer toute la stack et me dire, ok, si les sales proposent un truc, comment je fais pour qu'une heure plus tard, ils aient ce qu'ils veulent dans le CRM? Et du coup, l'idée, c'était de dire, on fait notre engine, les sales, vous proposez, vous avez les deux Alors, et attends, vous Quand choisissez. tu dis, quand tu dis les sales vous proposez, on l'a fait avec le Ouais, code, est-ce que tu peux être encore plus précis? Ça ouais, veut non, dire quoi les sales vous proposez? Ils font quoi les les sales? sales, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a des sales qui m'ont donné des CSV avec des listes de domaines et ils m'ont dit, bah voilà, j'aimerais bien tous les personas de ces boîtes-là, je les ai sourcés moi-même, je trouve que les boîtes sont pertinentes. Ok, pas Ok, de souci, du coup, on va faire toute l'orchestration de dire, bon, on va enrichir ces CSV, tu vois, on va enrichir les boîtes, on va essayer de capter des signaux dessus. On va faire les persona search, pour le coup, ça, on a utilisé Pronto. On va faire de l'enrichissement, pareil, on a utilisé Pronto. Et on va le mettre dans le CRM, tout ça avec Claude. Et tout ça, il faut que ça prenne une heure. Donc ça peut être une liste de CSV, mais parfois ça peut être, ouais, je serais juste intéressé d'avoir tous les utilisateurs de ce concurrent en particulier. Et du coup, tu dis, OK, quel outil je vais utiliser? Nous, on a utilisé Sumble et Zerstack pour trouver les concurrents. En vrai, ça marche plutôt bien. Je préfère Sumble, perso. Et en gros, ils te disent juste ça, et toi, en fait, tu t'occupes juste, tu deviens une agence pour eux, en fait. Tu t'occupes juste de leur trouver les personas, les gens à appeler venant de leur idée, tout donc on va simplement. dire que c'est pas vraiment une stratégie, c'est très à la demande, comme tu dis, une agence, ils ont telle demande Exactement. précise et tu arrives à résoudre leurs problèmes. On va dire que c'est un enchaînement de petites tactiques plutôt qu'une stratégie globale, mais si ça fonctionne, ça peut déjà créer peut-être un nouveau lien avec les sales. Je suppose que c'est comme ça que tu l'as vu, quoi. En fait, le truc, c'était de leur dire, OK, je pense que nous, on a besoin d'être mis en concurrence avec vos idées. Et si vous avez des meilleures idées, proposez-les et on va faire en sorte que vous n'ayez pas à gérer la partie technique, que ce soit fait et que ce soit fait rapidement aussi. Tu Très vois, smart. C'est très quand smart au tu final. quand t'as un mec qui vient te dire, ouais, je voudrais ça et que tu lui donnes un mois plus tard, mais il a oublié qu'il te l'a demandé. Tu vois? Alors quand tu lui dis, OK, tu m'as donné ça et dans l'heure, au début c'était plus dans la journée, mais maintenant c'est vraiment dans l'heure. euh, Dans d'après, il a tout ce qu'il faut dans Atio et dans l'Emlist parce qu'on a aussi créé les campagnes et tout. Bah, le mec, il est dedans, du coup, il est embarqué, tu vois, il a envie de t'en proposer et ça, c'est important, tu vois. Et du coup, bah déjà ultra smart au final de presque toi en tant que gross, tu t'es fait cannibaliser
quelque part un peu par les sales, mais tout Ouais. en sublimant en tout cas les idées et les rendant Alors, concrètes de tes sales. Donc, je pense que tu t'es cannibalisé, mais en même temps, t'as été un peu, t'as fait le phénix un peu, t'es rené de tes cendres et exactement. ultra smart au final, surtout s'ils sont contents. Et donc tout ça, en fait, toi, tu sais quoi, t'as créé une machine via Cloud Code et N8N, je suppose quand même pas que Cloud Code, Même pas. Même pas. même Pour pas. l'orchestration, je t'ai dit, pour l'orchestration, j'avais besoin de une clé API ou deux si j'utilisais d'autres outils d'enregistrement. Mais en gros, c'était vraiment avec Pipecorn, du coup. Oui, t'as dit Pronto, j'ai posé trop Ouais, je prendre, sais. mais Ouais, écoute, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Mais bon, ils c'était t'en avec voudront pas. Pipecamp du coup. J'avais juste besoin de leur clé API. Au départ, il y avait deux, trois petites actions manuelles à faire dans le produit. J'aurais dit, voilà, j'aurais montré un peu mon use case. Ils ont bien kiffé le truc et ils m'ont dit, bon, bah, on va essayer de développer les features pour. Et maintenant, en vrai, juste avec la clé API, tu peux tout faire avec Claude. Mais en fait, moi, je suis pas du tout un tech à la base. C'est venu un peu avec le temps, avec la culture de la boîte chez Hyperline. Mais l'idée, en fait, c'était juste, OK, j'ai besoin de ça et je me suis formé avec Claude. Et aujourd'hui, franchement, le process, il est vénère. Et l'orchestration qu'on fait avec Claude, elle est aussi bonne que ce qu'on fait avec N8N. Je dirais que l'avantage de N8N, c'est que c'est 100% déterministe. Donc ça a des avantages, le fait que ça marche toujours comme tu l'entends. Les inconvénients, c'est que ça peut casser assez facilement. Et l'avantage de Claude, c'est que bah, tu vas vite, tu vas pouvoir faire tes trucs vite, mais c'est plus insidieux parce que des fois, tu vas découvrir des problèmes, tu sais, un petit peu par hasard. Tu vas dire, attends, c'est bizarre, il manque ça, ou il n'y a pas eu ça. Et tu te rends compte que c'est vraiment en itérant beaucoup, 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 que là, tu vas avoir un flow qui est nickel. Ton flow, il est Euh, secret ou tu penses que tu pourrais le non, partager, pas du peut-être tout. même en marge de l'épisode, peut-être Ouais, ou... ouais, mais, mais je crois que j'avais partagé le GitHub du Flow. Alors là, je suis sûr, si tu vas sur mon GitHub, tu as un list building public où il y a tout le Flow. Et ce qui est cool sur ce GitHub-là, d'ailleurs, c'est que sur ce Git-là, c'est que comme moi, je bosse dessus depuis bah, quasiment mon arrivée et que je le mets toujours à jour, bah, tu as vraiment le truc. Enfin, là, tu as l'état actuel de notre Flow sur GitHub qui est en public. Bon, ben, sois-en sûr, en marge de l'épisode, je vais aller voir ça ou te le demander et même en faire, Avec grand je pense, plaisir. un post. Je pense qu'il y en a plusieurs qui seront ravis de l'avoir. En plus, surtout si tu le donnes gentiment, avec l'expérience et toute la story que tu as fait autour. Donc, parfait, trop bien déjà. Pour tous ceux qui suivent le podcast, bah, suivez bien mes posts, il y aura un petit cadeau à ce niveau-là. Donc, déjà, trop bien. Donc, comme tu dis, tu as fait ton agence interne. Ouais. Comme si tu as des clients qui te demandent de manière très ponctuelle. Donc ça, trop bien. Et ça, du coup, là, ils sont fans. Ça commence à ça. Tu as des chiffres ou tu as une preuve de l'amour en toi qui... Enfin, l'amour, j'exagère, hein, parce que je Ouais, fais c'est un vrai que jeu c'est de du... mots avec GTM, mon amour. Mais en tout cas, la confiance, en tout cas, plus sérieusement, qui revient vers toi, c'est comment ça se passe. Est-ce que tu as des témoins, en fait, tu vois, des KPI de ça, où tu vois qu'ils ont un taux de closing qui est plus important ou un taux d'opportunité qui augmente, où tu l'as pas suivi, tu sais juste que d'expérience à ce moment-là, tu as le souvenir que ça fonctionne mieux. Est-ce qu'il y a un témoin de cette étape-là ou pas? Ouais, c'est quoi, c'est grave un bon point. J'aurais peut-être dû faire un NPS avec eux, tu sais, pour mesurer leur satisfaction au travers du temps. Là, alors, il y a deux choses. C'est que là, l'idée et ce dont je parle, c'est vraiment comment tu remets les sales avec toi. Et ça, c'est difficile à mesurer, en fait. Ça se mesure pas, à part faire un NPS. Mais bon, enfin, tu vois, c'est lunaire de le faire. Euh, Et après, si on parle en termes de perf pure, est-ce que leur liste fonctionnait mieux que notre engine? J'ai jamais vraiment regardé, mais en fait, ça n'a jamais été vraiment sur la table. En gros, tu vois, on s'est jamais dit, ah, on va arrêter l'engine parce que nos listes, ça marche mieux. Parce que la réalité, c'est que les deux se complétaient bien. C'est que Ok. tu as des idées, il n'y en a pas tout le temps, et des fois, on a besoin de combler un peu les trous. Et du coup, Donc bah, c'était l'engine hybride en sert pas à fait. ça. Ouais, exactement. Il y en a un, c'est du fil rouge, et il y en a un, c'est plus sur. Nous, on a appelé ça des sprints. Encore une fois, dans l'esprit un peu tech, mais en gros, on se dit, OK, il y a cette idée-là, on va faire un sprint là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer du content qui va être lié sur la thématique, sur cette idée qu'on a enrichie. Par exemple, je sais pas, si je te dis qu'on va faire une liste sur un compétiteur, on va essayer de faire du content lié au fait qui explique pourquoi on est meilleur que le compétiteur, qui explique aussi comment c'est facile de switch de ce compétiteur vers Hyperline.
euh, qui est souvent une grosse crainte hein, sur le billing. On a des cycles de vente qui sont assez longs. Et un des gros bloqueurs, c'est OK, si je change d'outil de billing, ça va être une énorme galère et tout. Donc, tu vois, on a un fonctionnement en sprint et on a notre Outbound Engine qui marche en toile de fond, en fil rouge. Et les deux se complétaient bien. Du coup, comme je t'ai dit, on n'a pas vraiment d'indicateur. On sait juste que pour Q1 et pour Q2, l'outbound a bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on faisait plus de disco booked. Là-dessus, bah, je te donnerai pas trop de chiffres malheureusement, mais on a fait aussi plus de revenus, tu vois. Et en gros, notre trend entre Q1 et Q2, c'est que l'outbound, ça a rapporté les fruits de ce que nous, on espérait. Là, je peux te donner un chiffre en termes de proportion, tu vois. Moi, de ce que j'avais plus ou moins entendu, compris, c'est que, tu vois, en outbound, on vise plus ou moins 20% du revenu. Enfin, je crois que c'était Herman Gauthier qui avait dit ça quelque part. Ouais. Peut-être qu'il a jamais dit, dans ce cas-là, je dis non. Si, si, il l'a dit dans notre, il l'a dit dans notre épisode. En tout cas, enfin, Ah, bah, tu vois, c'est pas, je suis pas fou, ce tu vois. Ok, cool. que je Euh, sais, c'est il faisait même, en tout cas, c'est sur 80 en PLG. Et ouais, que j'avais même dit en rigolant que du coup Hugo avait Hugo dont j'ai oublié le nom de famille, il m'en voudra pas, mais Hugo qui est en charge de l'outbound chez Lemlist, je dis ben, grâce à Hugo en fait à toi tout seul Hugo tu rapportes 20% de la boîte. On avait bien rigolé. Il me semble au final que c'est un peu moins parce qu'il y a quand même la partie aussi partenariat. ouais. Mais oui, je pense qu'on est de ce que j'entends dans les boîtes, on est généralement, en tout cas celles avec qui je discute, parce qu'il doit y avoir plein de cas isolés, on est aux alentours de 20%, 20 ou 30%. Et du coup, tu vois, ça, nous, on l'a vu, on partait de zéro, tout simplement. Et tu vois, là, aujourd'hui, sur Q2, je crois qu'on est aux alentours de 15%. On n'est pas encore à 20%, mais après, je pense qu'objectivement, on a un inbound qui est assez bon aussi. On a beaucoup de référents et tout. Donc, ça, c'est dur en termes de proportion, mais tu vois, on est quand même passé de 0 à 15. On a fait de l'incrément. Et du coup, bah, Bravo. tu vois, c'était cool, franchement. Et il Trop nous bien. reste tellement de choses à faire. Il nous reste tellement de choses à faire. Donc c'est un peu comme ça aussi, tu vois, qu'on a mesuré un peu la. Est-ce que ça fonctionnait finalement la demande, tu vois, finalement est-ce qu'il y a du revenu à la fin? Donc il y a ce fameux, ce process hybride, où il y a le fil rouge Ouais, et les sprints. Mais est-ce que du coup les sprints te permettent d'améliorer ton engine, enfin ton orchestration ouais, grave. du fil rouge? Mais grave, mais c'est pour ça que Ok. c'est trop bien. Et t'as ça, t'as vraiment ce truc-là. Et après, au fur et à mesure des discussions aussi, ils vont te commencer à te faire des demandes sur des métriques, tu vois, qu'ils veulent, tu vois. Ok, moi, j'aimerais bien comprendre ça ou suivre ça. Et tu vois, en fait, t'as toutes ces discussions-là que t'as avec eux et tu te dis, ok, bah, finalement, c'est leur feedback qui va faire que ça marche. Et donc, avec les sprints, on a aussi, tu vois, compris qu'ils avaient besoin de certaines métriques pour mieux monitorer le truc. Ah bah tiens, tu voulais un truc un peu concret, je pense que dans cette slide, Vas-y. t'es servi. Mais donc ça, c'était globalement notre truc d'outreach avant, bah, au tout départ, où en gros, tu vois, les sales, ils étaient vraiment impliqués que sur la fin, sur la partie outreach, et tout ce qui était input et orchestration, bah, on le faisait nous-mêmes. Ok. Euh, et ce qu'on La leur a partie demandé. noire, au cas où j'ai mis du temps, je suis désolé. Ouais. Oui, au cas où ceux qui visionnent et qui ont peut-être qui ils voient l'écran de loin, la partie noire, c'est seulement là où les sales s'étaient engagés. Ouais, Alors qu'en exactement. fait, je suppose que tu vas montrer une slide. Voilà, ok. Ouais, exactement. Et en gros, nous, ce qu'on a demandé, c'est que ce soit leur input le plus important. Nous, on regarde la partie orchestration parce qu'elle est assez technique. Euh, Il y a plein de petites erreurs à éviter, etc., etc. Et on les garde sur la partie outreach. Et bah, c'est comme ça qu'on a ramené les sales dedans. Ouais, franchement, game changer. Et là, si tu devais, par exemple, moi, tu sais, je cherche des infos, des vraies infos, et Ouais. en plus de ça, quelque chose que je vais pouvoir facilement, euh, comment dire, retranscrire de ton expérience, c'est si tu avais un top 3 ou un top 5 des bonnes insights, des bons insights qui vous ont donné à cette partie au début de l'input, ça serait quoi? Ça c'est quoi ce que tu as retenu, les bons enseignements de cette partie-là? Ou est-ce que Euh, c'est trop des secrets pour vous, peut-être à pas dévoiler, par contre, ouais. Non, je sais pas. franchement, ils ont eu des idées, franchement, des idées assez intelligentes, je trouve des idées un peu de pirates, mais écoute, des idées auxquelles moi j'aurais pas forcément eu. Mais en fait aussi, c'est ça le truc, c'est que eux, ils ont le temps de réfléchir à ces idées. Nous, on est dans l'orchestration tout le temps, en fait. On est toujours en train d'essayer de comprendre les problèmes, de les améliorer, etc. Euh, non, je pense pas que.
Dans ce que je peux te dire, il n'y a pas vraiment eu de trucs révolutionnaires. Mais tu sais, ça va être. Ouais, c'est vraiment varié. Mais tu vois, genre, aller chercher des concurrents où il sait que eux ils gagnent beaucoup de deals sur ces concurrents-là. Pareil, tu vois. On a un Est-ce que concurrent par qui. exemple, vous faites quelque chose, je vous le dis, que moi je commence à faire avec mes clients, où vous ajoutez les nouvelles connexions des sales de vos concurrents? Ah, ça, on l'a pas encore fait. Ah, mais Euh, je te recommande de le faire. mais Surtout, alors, c'est je marrant, pense honnêtement, j'en ai parlé hier avec, bon bref, ben, avec je pense que quelqu'un de cluster. Ouais. ce signal-là, je lui donne une espérance de vie très très faible. Bah ouais. Euh, donc je pense que il faut le faire maintenant parce que sinon, dans quelques semaines, voire quelques mois, ça marchera plus ou en tout cas, euh, enfin après, je pense qu'il y a des moments où ça marchera toujours parce que c'est pertinent et que il y a des personnes intéressées par un produit qui vont apprécier, pouvoir en fait que le benchmark vienne à eux. Donc ça cool, mais comme toujours, il va y avoir des abus de cette pratique. Et je pense que au bout d'un moment, ça va saturer. Mais ben, tu vois, on t'en a parlé hier. Moi, je suis en train de mettre en place chez des clients. Et en plus de ça, pour des personnes qui sont indépendantes comme moi, ou parfois on a la chance d'avoir des projets long terme, et heureusement, où on fait plutôt du part-time, mais parfois il faut faire ses preuves très très rapidement. Et donc là, ça c'est des signaux qui peuvent marcher en evergreen en plus de ça. Ouais. Donc ouais, il y a ça. Mais de ce que je comprends, sans trop parler de moi, c'est pas le but, c'est que tu peux pas trop dévoiler certains. Non, mais non, si, il y en a un qui était vraiment cool et que je trouvais vraiment une bonne idée, on l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. C'est le signal de la pricing page. Nous, en gros, la manière dont un client, enfin un lead articule son pricing, c'est assez important pour nous parce qu'en gros, dès que tu vois des pricing complexes, tu sais qu'ils galèrent, c'est sûr. Il D'accord. y a vraiment peu de solutions qui leur permettent de pas galérer. Je pense qu'on est une des seules à vraiment être bon sur l'ensemble du process. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était de dire, OK, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir toutes les boîtes qui ont des pages de pricing et d'analyser leur page de pricing et de savoir si c'est un pricing qui est complexe ou pas. Et tu vois, ça pour le coup, c'est un signal qui n'existe pas, hein. Mais Enfin, j'adore. Et comment vous avez fait alors? Comment vous avez fait? bah alors, moi, ce qu'on a fait, on a utilisé deux trucs. On a utilisé un truc qui s'appelle Data SEO, ou je sais plus c'était quoi le truc. Mais en gros, c'est un outil qui va te permettre d'aller scraper des SERP. Et du coup, tu vas faire plein de recherches sur des boîtes. Non, je dis de la merde. Putain, comment il s'appelle cet outil? T'embête pas pour le nom, t'embête pas pour le nom, c'est le Ouais. principe. Ben, en gros, Toi. basiquement, très basiquement, tu vas aller scraper un site et tu vas essayer de capter l'ensemble des pages. Tu as plusieurs process, hein. Tu as plusieurs flows qui marchent bien. Le flow le plus simple, c'est d'aller prendre la page, le site plan d'un site et essayer de voir s'il y a une page pricing dedans. Après, bah, parfois ça fonctionne pas et tu vas essayer de capter d'autres signaux, par exemple parce qu'il y a le mot pricing dans la navbar. Tout ça, tu le fais faire par des LLM. En gros, nous, on l'avait fait. T'as pas besoin d'LLM qui consomment trop, nous, on le fait avec Haiku. Donc en gros, on va scraper un site, on fait une AI search et on va essayer de capter une page pricing dessus. Après, on va essayer de valider si la page pricing est effectivement une page pricing parce que parfois il y a vraiment des faux positifs. Et à la suite de ça, bah, on va scraper toute la page pricing et analyser, ok, est-ce que son pricing est complexe ou pas, selon les définitions que nous on avait définies au préalable, tu vois. Ok. Donc Et en ça, gros, tu le fais avec un outil externe, tu le fais pas avec Claude. alors on le fait avec Claude. En gros, si tu veux, pour la partie aller scraper tout un site, faudrait que je retrouvais le nom du site, mais en vrai, il y en a plein des outils qui font ça. Mais en gros, ça consiste vraiment à aller scraper l'ensemble d'un site et d'avoir un payload propre que tu peux foutre à Claude. Et Claude, après, lui, il va faire l'analyse. Tu as deux choses. Tu as la manière de comment tu vas capter la data. Et donc ça, tu peux utiliser Claude, mais tu peux aussi utiliser des outils externes. Et après, c'est comment tu vas l'analyser. Et sur la partie analytique, il y a un truc qui a été vraiment important et qui a été un peu game changer pour nous, c'est de le faire de manière non déterministe. En gros, généralement, ce que va te faire Claude, il le fait tout le temps. C'est de dire, OK, si je trouve ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là dans la page pricing, alors ça veut dire que cette page pricing est pas complexe, ou ça veut dire que cette page pricing fait ça. Mais, Nous, ce qu'on fait, c'est ouais. qu'on foule tout le payload, on lui dit, tu cherches pas de mots-clés, tu cherches à rien dedans, tu essayes juste de faire une analyse plus ou moins intelligente du truc, non déterministique, c'est-à-dire, s'il y a un mot-clé dedans, ça veut pas dire que c'est ça. En gros, c'est ça le truc. Et ça a vraiment fait une diff énorme de passer d'une approche qui est non déterministe avec Claude sur de l'analyse de pricing page.
Tu vois, Mais c'est ça te intéressant. consomme plus de tokens ou le process est plus lent ou Ouais, non? Pas c'est plus long et ça consomme pas mal de tokens. Et c'est pour ça aussi qu'on voilà. le fait avec Aiku, parce que Aiku, c'est un modèle qui coûte pas cher. Et honnêtement, enfin, Oui, c'est ça reste pas, du texte. c'est pas, Ça reste, ouais, ouais, voilà, ça reste du texte, ça ça reste reste une des tâche simple, étapes. tu vois, c'est pas une suite de tâches, c'est vraiment une tâche simple, c'est de comprendre un payload et de l'analyser. Et du coup, bah, ça marche mieux avec Aiku. Donc ça, franchement, pour le coup, ça a été vraiment un des signaux que eux, ils ont demandé et sur lequel, bah, nous, on a mis tout en place pour le faire, qui a été assez efficace et qui nous a permis, en vrai, d'aller sourcer pas mal de boîtes intéressantes comme ça. Trop bien. Bon, je vois que je te fais parler à chaque slide, mais on est qu'à la 3, donc peut-être qu'il faut Ouais, avancer. mais Mais en oh, vrai, ça prouve que tout ce que tu dis est ultra intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je c'est sais pas cool. ce qui. On voit quand même au passage, je fais ma mini pub. Là, je sais pas où ça en sera. On en sera au moment où l'épisode sera diffusé. Mais aujourd'hui, on a passé les 250 abonnés sur la page, la chaîne YouTube. Donc, il y en a quelques-uns qui sont intéressés. C'est très peu par rapport à d'autres chaînes. Mais quand on sait qu'on s'est lancé il y a un peu moins de 2 mois. C'est ouf. Et là, tu vois, moi, cet épisode, je vois qu'il y a trop d'étapes qui m'intéressent. Donc peut-être qu'il faut qu'on avance plus vite. Je suis désolé. Ouais, Cette t'inquiète. étape, qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette étape? Non, Raconte-nous. attends, je peux faire un petit aparté, ce que tu disais Vas-y, sur bien YouTube. sûr. Ouais, franchement, merci pour le podcast, il est trop cool, mais par pitié, mets-le sur Spotify, sur un truc qu'on peut écouter quand on court, parce que tu vois, genre, j'ai pas YouTube Premium, et du coup, Ok, c'est difficile de l'écouter quand je fais autre chose, quand je fais du sport, par exemple. Donc, ok, donc, ok. s'il te plaît, fais-le. On va en reparler avec Nico. L'idée, c'était aussi que ça soit très visuel, mais bien sûr qu'il faut pas se limiter. Donc, on va trouver la solution avec Nicolas. Ouais, alors attends, juste pour revenir un petit peu sur le sujet, on a dit, tu vois, que bah, on a demandé aux sales de venir créer le process avec nous, mais on leur a Mhm. aussi bah, donné les datas qui pouvaient les intéresser. Donc, tu vois, finalement, des évolutions sur le connection rate. Est-ce que bah, est-ce qu'on s'améliore finalement avec notre connection rate, avec tout ce qu'on met en place? Ça peut être plein de trucs et ça peut être aussi, tu sais, en ce moment, on a beaucoup de screeners quand tu fais du call call. C'est d'analyser le nombre de screeners qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses qui font passer plus les screeners que d'autres? Attends. Nous, Je suis désolé, là pour le coup, je suis à la ramasse. Quand tu ouais. parles de connection rate, c'est quoi? C'est connection votre solution? Non, non, connection rate, bah non, ça va être tout simplement le taux de. En gros, quand un sales appelle, Ah, combien ok, de pardon, fois une j'ai pas personne compris. répond? Le taux de décroché, pardon, c'est En fait, là, ça? tu leur donnes des métriques qui sont les métriques qui les intéressent eux, tu vois. Et en gros aussi, tu vois clairement l'impact quand tu mets une action en place. Par exemple, on l'a fait cette semaine-là, on voit si ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Regarde pas trop les datas parce que c'est pas les vraies datas, mais tu as plein de petites datas intéressantes qu'on leur a données. Par exemple, les meilleurs spots pour appeler, les meilleurs jours pour appeler, les meilleures façons de passer un screener. Bon, peu importe. L'idée, c'est de dire aux sales, on va vous donner aussi plein de choses intéressantes qui vont vous permettre de vous améliorer vous-même. Euh, donc, tu vois, il y a cette partie de, tu leur donnes la possibilité de proposer des trucs et tu leur donnes aussi les outils pour s'améliorer eux-mêmes. Tu peux leur faire des petits conseils et tout, mais la plupart du temps, ils sont hyper intéressés par le fait de s'améliorer eux-mêmes. Tu sais, dès que ça touche à leur performance, finalement, ils sont intéressés. Et, Ok. le dernier truc qu'on avait fait aussi, c'était bah, d'analyser nous-mêmes aussi nos performances. Pareil, c'est pas de la vraie data là, mais en gros, mon point, c'était, tu vois, là, à la fin, qu'est-ce qu'on leur met comme mauvaise data dans le CRM et est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Et Bad data. ça participe au fait de construire la trust. Nous, ce qu'on a appelé bad data, ce que je t'appelle la bad data de manière un peu bête, mais c'est en gros le nombre de fois où un sales va unqualifier un profil parce qu'il n'était pas dans le persona, parce que c'était pas le bon ICP, ou le nombre de fois où il va avoir les mauvais numéros. Et ça, c'est un point important. Je dirais Et c'est même que cool. c'est central pour eux, en vrai. Et Le nombre de Pipecorn va fois. kiffer, du coup, parce que. Ouais, grave. Ouais, pour le coup, mais c'est comme ça qu'on a commencé à bien s'entendre, hein. Mais en gros, tu as ce truc. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que basiquement, on a été prendre la solution la plus connue pour faire de l'enrichissement de numéros. C'est Full Enrich. Et on n'a jamais trop questionné ce truc. Alors que, en fait, tu vois, c'est une solution objectivement qui marche plutôt bien en France. Je trouve qu'elle marchait un peu moins bien aux États-Unis ou au UK.
Et on avait beaucoup de feedback provenant des AE, tu vois, qui appelaient sur ces géographies-là, qui nous disaient, on n'a pas vraiment de bons numéros, enfin, soit c'est les mauvaises personnes, et c'est rare que ça décroche. Et du coup, nous, on a vraiment aussi questionné ce truc-là, de se dire, OK, euh, on va essayer de construire la meilleure façon d'analyser ce problème, c'était de se dire, on va prendre 200 contacts, on va les faire enrichir par plein de providers, et on va faire juste demander aux sales, vous appelez tous les numéros qu'on a eu. Donc sur 200 contacts, on a eu 600 numéros. Les sales ont appelé tous les numéros plusieurs fois. Et à la fin, OK, quels sont les numéros qui ont le mieux marché? Ces numéros-là, il a été providé par qui? Et à la fin, on a juste notre meilleur provider. Donc ça, c'est une analyse que j'avais partagée sur LinkedIn, mais je pourrais te la redonner aussi. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, comment j'ai des bons numéros finalement. Et il se trouve qu'en faisant cette analyse-là, c'est avec Pronto qu'on a eu le plus de bons numéros sur l'ensemble des géographies, donc que ce soit en France et aux États-Unis et au UK. Donc c'était vraiment cool. C'était pas l'outil qui donnait l'intégralité des numéros, mais c'était l'outil principal. Et à la suite de ça, on s'est dit, OK, quel serait un bon outil pour aller compléter ça? C'est-à-dire trouver l'outil qui vient trouver ce que Pronto ne trouve pas. Et en faisant ça, objectivement, tu Pronto vois, ou Full. Attends, trouver l'outil qui va trouver les numéros que Pronto trouve pas ou trouver l'outil que les numéros que Full trouve pas? En gros, Full Rich, ils étaient dans le bench. On a mis 6 boîtes dans le benchmark. Il y avait, du coup, il y avait Pipecorn. On dit beaucoup Pronto, je pense qu'ils ils vont nous détester. J'essaye de pas couper, tu dis Pronto, je suis Pronto, tu dis Pipecorn, je dis Pipecorn pour Euh, que, en tout je cas, il sais, faut je me bien que rends les compte. auditeurs comprennent qu'on parle de la même solution. Ouais, Avant, ça s'appelait Pronto, aujourd'hui, ça s'appelle Pipecorn. exactement. Mais ok, redis-nous du coup le benchmark avec les Ouais. 6 outils. Qu'est-ce qui, En peut-être, gros, il y avait Full Rich qui était un outil de base. Il y a eu ZoomInfo, il y a eu Cognism, il y a eu Apollo, il y a eu Zelic et il y a eu Pipecorn. ok, En gros, on leur a donné 200 contacts, les mêmes contacts à tous. Donc on a enrichi 6 fois les mêmes contacts, en gros. À la fin, on a eu 600 numéros au total, tu vois, différents. J'avais fait une analyse dessus, mais la plupart du temps, tu as des providers qui donnent des numéros vraiment différents entre eux. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tu pourrais te dire, ok, je prends un provider, ça va pas changer, mais en fait, ça change tout. Tu vas d'avoir le mec qui trouve les bons numéros. Par exemple, ZoomInfo trouvait souvent des numéros très différents des autres. C'est celui qui était le plus différent des autres. mais parce que Euh, lui, c'est un provider, justement, on fait une petite ouais. parenthèse, lui, c'est un provider à part entière. Alors que, il me semble, hein, Ouais, non? ouais, bien sûr. Si, Alors t'as, que, t'as, t'as ZoomInfo et Cognism qui est comme ça, et après, t'as le reste qui marche sur des modèles de waterfall. voilà, c'est ça. Donc, et qu'on Ouais, explique à ceux qui écoutent, le waterfall, c'est justement, si je vulgarise, un agrégat de providers et ils vont passer d'un provider à l'autre. S'ils ne trouvent pas avec le premier, ils passent au second. S'ils ne trouvent pas avec le second, ils passent au troisième, ainsi de ouais. suite. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois la manière dont tu fais ton waterfall. Par exemple, si tu trouves dès le début, mais que c'est le mauvais et que tu vas pas interroger les bases du dessous, en fait, tu vois, la manière de faire son waterfall, c'est limite un sujet peut-être un peu sensible et critique pour eux. Mais bon, a priori, ça, c'est leur problème. Moi, je veux juste les bons numéros, tu vois. Donc, Ah, mais tout est là-dedans. Je sais que tout ouais, est d'abord dans la structuration et le cleaning de la data, ouais, pour en discuter un peu avec certains acteurs. Et ensuite, dont forcément Pipecorn, et ensuite le waterfall. Mais après, je vous avoue que je n'y connais pas plus, c'est pas mon métier et j'ai pas envie que ça le ouais. soit. Mais oui, oui, en fait, moi, ce que je comprends pas, mais tu vas peut-être donner des réponses, ou en tout cas donner les différences de résultats, c'est qu'il semblerait qu'au final, par exemple, un Pipecorn ou un Full Rich, c'est le même waterfall. En tout cas, non, peut-être pas le même waterfall, mais c'est les mêmes providers. C'est ça qui est assez Euh, incroyable. c'est Mais au c'est possible final, que ce soit les mêmes. mais Ouais, il n'y a pas toujours les mêmes résultats. ouais, exactement. C'est ça Ouais, qui est ouais, incroyable. complètement. Ça, pareil, hein, c'est des trucs que j'avais postés. J'ai fait des analyses de variance entre les différents providers. Tu avais une belle petite matrice qui expliquait tout. Mais ouais, t'as pas vraiment les mêmes résultats. L'avantage que je trouvais chez Pipecom, c'est qu'ils donnaient aussi beaucoup de numéros sur un seul contact. Souvent, les solutions, elles vont donner un numéro. Pipecom, ils ont fait plutôt le choix de t'en donner 4 ou 5, ça coûte le même prix. Et du coup, même sur les 4 ou 5, tu vas en avoir des mauvais. Si tu as le bon, finalement, tu as le bon contact. Tu vois. Euh, et donc, Et donc, au ouais, résultat, parce que la question que je t'ai posée, c'est ouais. tu disais, en fait, est-ce que vous utilisez une seule solution ou du coup vous en faites compléter plusieurs? Non, du coup, là, l'idée de base, c'était de dire, OK, c'est quoi la meilleure solution?
c'est Pipecorn. Avec Pipecorn, on avait à peu près 80% quand un contact était résolu, c'est-à-dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. C'est-à-dire que 80% des bons numéros qu'on a eus provenaient de Pipecorn. En tout cas, Pipecorn les avait. Ok. Certains autres en avaient. Je crois que par exemple, le deuxième sur la partie UK, c'était Cognizem et ils étaient à peu près 70% de bons numéros. Donc l'idée, c'était de dire, OK, lequel est le meilleur? C'est Pipecorn. On a les 80% de bons numéros. Et maintenant, si on voulait aller chercher de l'incrément, quelle est l'autre solution qui a le plus trouvé de numéros dans les 20 derniers pourcents récents? Et en fait, là, tu fais une bonne stack d'enrichissement où tu te dis, OK, en fait, je vais faire avec Pipecorn et je vais faire avec un autre outil. Et je suis quasi sûr d'aller jusqu'à 95% des numéros corrects que je vais trouver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est assez impressionnant. Bon, on en parlera en off, mais j'ai presque envie de dire, si toi tu y arrivais, mais ça y est, tu as ta propre solution aussi d'enrichissement que tu pourrais revendre par la suite. Après, il y a sûrement des questions de marge et de crédit qui font que En c'est vrai, pas je sais pas trop comment ça marche ce business-là. Parce que je rentable. suppose que tu n'as pas le droit de revendre de la data comme ça aussi. En vrai, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que c'est Bon, intéressant. ok. Bon, en tout cas, ça, on en reparlera pareil en off si je peux te récupérer ça Ouais, dans ton Git ou un truc comme ça. On en reparle en tout cas. yes, avec plaisir. Et du coup, bah, en fait, là, tu t'occupes vraiment des problèmes des sales finalement. Tu Ouais, vois, là on est sur le dernier kilomètre, on est sur comment pousser, je dirais pas jusqu'à dire comment pousser la balle dans les filets, mais tu t'occupes du dernier kilomètre avant la création de conversation pour le... Waouh. ouais, en fait, là, je suis dégoûté parce que tout ce que je viin de te dire, tu demanderas à un monteur de le faire bien, mais tout ce que je viens de te dire sur les numéros, c'est là. Mais Et en parfait, gros, ok, ok, je vois. il le mettra pendant que je parle, si tu veux. Mais en gros, là, tu vois, tu as toutes les différences des numéros. Par exemple, je peux te dire que Pipecorn, ça a 26% de numéros différents avec Full and Rich. Donc, tu vois, c'est pas autant que ça, déjà. Et après, je peux te dire aussi que, tu vois, Pipecorn, sur l'ensemble, ça nous a trouvé 26% de... Enfin, les 26 numéros bons. Full and Rich nous en a trouvé 23, etc., etc. C'est un peu comme ça qu'on a classé notre truc, tu vois. Je vois, je vois. Et après, bon, mais on pourrait croire qu'entre Pipecorn et Full and Rich, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais sur du volume, c'est énormissime en fait. Ah ouais, sur du volume, c'est énorme. Donc, Sur du volume, c'est énorme. Et il y a une autre data qui est intéressante, c'est la précision. C'est parce que finalement, tu as un autre point qu'il faut que tu vois, c'est que, en fait, quand tu payes un numéro, tu le payes. Et du coup, s'il est mauvais, tu as payé pour rien. OK? ouais, là personne n'est content là. Ni Exact. toi, encore moins les Le sales, CEO, il est ceux qui vénère. s'occupent des Ouais. finances, les sales, personne n'est content là. Ouais. Exactement. Et du coup, le point dans tout ça, c'est de dire, OK, si je paye, il faut que le numéro soit bon. Et en termes de précision, donc tu vois, tu as Cognizem qui te donne pas beaucoup de numéros, mais qui t'en donne souvent des bons quand même. Pronto, tu vois, c'est plutôt dans la moyenne, mais le truc, c'est qu'ils en donnent beaucoup, ils donnent du volume. Du coup, bah, objectivement, si tu veux maximiser tes résultats, faut que tu acceptes d'avoir un peu de casse en disant je vais payer un peu pour rien, mais au moins je vais en avoir plus de correct. Ok, là il n'y aura pas besoin de faire de la pub pour Pipecorn, je pense, dans cet épisode. On en a assez, on a bien fait. Je pense que Nicolas et Mathieu seront contents. Ouais, Mais mais j'espère après, qu'ils sont contents. Non, mais tu sais après que. c'est une pub, c'est plus qu'une pub, c'est une preuve. Et pour Ouais, en revenir fait, du coup voilà, au c'est ça, c'est contexte, que ouais, pour c'est ça. un point important pour préciser le truc, c'est que toute l'analyse et toute la data, je l'ai partagée. Elle est disponible sur LinkedIn et je la repartage à qui me la demande. Et c'est la data réelle. Donc, tu vois, en gros, enfin, moi j'aime bien Nico, Mathieu, les gars de Pipecom, j'entends très bien avec eux, mais enfin, je m'entendais bien aussi avec les gars de Zelig, ou peu importe, tu vois. Mon point, c'était juste de dire, ok, on fait un concours, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Et la data complètement dispo, je suis open pour la partager, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais pas de souci, je l'avais bien compris. Je pense que les auditeurs ont bien compris que c'était pas de la fausse data. Ouais, non, ouais, c'est ça le truc. Mais Je du voulais pas coup, qu'on passe à de la fausse pub, tu vois. non, non. Et puis au cas où je précise, ce qu'on me demande souvent, moi je ne travaille pas pour Pipecorn. Je collabore avec eux, mais je ne Ok. travaille pas avec eux. Faut vraiment pas l'oublier. Et pareil, je les adore, mais je trouve que souvent leurs produits, ben, je le préfère à d'autres. Juste pour revenir quand même au sujet, tu vois, qui était aligné, vous et les sales, Ouais. je pense que là, quand vous leur prouvez avec ce tableau, ce comparatif,
que Pipecor c'est le meilleur outil, presque ils s'en foutent, en tout cas de voir que vous, Ouais, vous avez mis en place, eux ils s'en fichent que ce soit Pipecor, que ce soit Fluenridge, ce qu'ils veulent, eux c'est le ouais, bon numéro de toute façon. Donc si vous exact. leur prouvez que vous avez mis tout en place, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien en plus, c'est que les rares fois où quand il y en aura, parce qu'il y aura quand même des échecs ou des erreurs, ou en tout cas des mauvais numéros, ils vont pas vous remonter, je pense pas, ou peut-être que vous mettez en place quand même quelque chose sur le long terme, mais ils vont pas venir en disant ah encore un mauvais numéro. Ils diront bon là en fait ils ont confiance. C'est un mauvais numéro, c'est comme ça fait partie ça fait Ça fait partie partie des du truc. échecs. Et next, quoi. Et donc du coup Ouais. encore une fois là la confiance, elle doit être renforcée. Donc Mais en fait, ça fait partie du point, tu vois, quand je t'ai dit comment on a rebuild la conscience, tu avais le truc de mettre les sales dans tes process, tu avais ce truc de aller regarder monitorer la data qui va intéresser pour eux, et ça va être aussi questionner tes propres process. Donc, tu vois, nous, on a questionné nos numéros, en fait. On s'est dit, OK, est-ce qu'on donne les bons numéros? Et on vient partager ces infos-là avec eux pour leur prouver que bah ouais effectivement là on a fait vraiment le meilleur qu'on pouvait faire. Objectivement on peut pas faire mieux en termes d'analyse. Donc effectivement il y aura de la casse, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et ça du coup les mecs une fois qu'ils ont compris que bah finalement il y avait le mieux qu'on pouvait faire, ils sont beaucoup plus open tu vois à t'aider. Et ça bute vraiment la confiance comme ça. Donc ça, c'était un des points qui a participé, tu vois, à rebuild la confiance avec eux, c'est de présenter ce genre d'analyse et qu'ils comprennent que tu vois, on se ouais que là soucie vraiment du faire de boîte. vous avez tout donné, ça peut pas être plus propre que ça. Ouais, mais un peu Et ce là qui est du assez coup cool, c'est que tu vois, genre tu demandais si on allait la rerun. Je pense qu'on va le refaire peut-être, tu vois, dans un an. Franchement, c'est une analyse qui est pas si lourde à faire que ça. Ça prend un peu de temps, mais je pense que tu vois, genre je pense que en ce qu'on gagne, ça va être un connection rate qui va augmenter de 20%, tu vois. Donc c'est pas vraiment un truc à prendre à la légère. Et ça, bah, pour le coup, je recommande un peu à tout le monde de le faire. Et pareil, la méthodologie, je la partage. En fait, je partage plus ou moins tout ce que je fais, donc tout est dispo. bah, trop bien. Et je pense même que peut-être même qu'il faudra même que tu la refasses avant un an parce qu'à mon avis, bah, par exemple, Full and Rich, qui est quand même une très belle boîte aussi, hein, Pas grave. s'ils tombent sur ce podcast, ou même ils ont entendu parler ou qu'ils ont vu ton post, ils vont vouloir s'améliorer, forcément. On n'attend pas moins de ça de eux. Et donc, du coup, peut-être même qu'ils vont faire évoluer leur process, leur techno, et qu'il faudra la refaire, tu vois. Et toi, tu Ouais, vas en grave. parler, ou ils vont donc, et je pense même que de ce que j'entends, de ce que tu me partages, sache que déjà, bon, je pense qu'à mon avis, on est sur la fin du podcast, je sais pas, je me rends pas compte, mais je suis assez impressionné par tout ce que tu as mis en place. Euh, et du coup, ça a l'air de faire partie de votre culture, de ta culture. Ouais. En gros, si je devais retenir quand même si je devais donner un mot, là, on n'en est peut-être pas à la conclusion encore, hein, mais c'est que la remise en question, elle est assez permanente pour toi, quand même. Ouais, mais tout le temps. Mais ça fait partie, tu vois, de comment tu builds de la confiance. Si tu mets toujours les autres en question ou tu te remets jamais toi en question, bah, tu vois bien que ça peut pas marcher comme ça, en fait, une relation. Et du coup, on l'a fait sur les numéros de téléphone, on l'a fait aussi sur le TAM, où, comme je t'ai dit, à la base, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un gros TAM et on l'a filtré, on l'a rétréci, on a fait faire passer plein d'analyses dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on refait, et qui marche vraiment bien pour le coup, et c'est un truc que je recommande à tout le monde, c'est de faire l'inverse. Nous, on a fait un truc avec une seed list. On est parti de tous nos deals qu'on avait won et les lost du CRM, qui était notre seed. Et on s'est dit, bon, bah vas-y, maintenant, on va essayer de trouver Les les lookalikes. compétiteurs. Ah, C'est- ouais, ouais. Mais enfin, ouais, tu vois, genre, c'est une sorte de lookalike, mais un lookalike qui est beaucoup plus pragmatique que ça, parce qu'en gros, je sais pas. Tu une boîte, tu vas sur Google, tu mets alternative Lemlist, tu vas avoir finalement toutes les boîtes qui ressemblent à Lemlist, mais tu sais, pas sur des critères hyper durs à comprendre que tu vas devoir computer toi-même. En fait, c'est Google qui a fait le taf pour toi. Et généralement, Google le fait bien le taf. Donc en gros, ça me permet de couvrir une industrie finalement. Là, je vais rester sur le truc de Lemlist, mais ça pourrait marcher avec d'autres de nos clients. Par exemple, nous, on a pas mal de clients qui vont faire la vérification en KYC, tu vois. Et, on va mettre ce client-là, on va mettre son nom dans la barre de recherche, on va mettre alternative.
Et comme ça, on va avoir sur différents marchés, parce qu'on le fait sur la SERP aux US, on le fait sur la SERP en France, etc. Et comme ça, on va avoir tous les proches. Et tu sais, en gros, si tu te dis, si je sais que j'ai signé un client là, déjà, ça me fait un bon use case à partager avec les nouveaux. Et en plus, je suis sûr qu'eux, ils sont dans mon ICP. Tu vois ce que je veux dire? Et tu marches de proche en proche comme ça. On a reconstruit un TAM comme ça, de proche en proche. Et au bout d'un moment, tu arrives à une loupe où à la fois tu as couvert une sorte de sub-industrie. Par exemple, nous, ça a été KYC Verification. Donc, tu es sûr d'avoir que des bonnes boîtes. En plus, tu as déjà des use cases dedans, tu as des preuves pour les clients, les social proof que tu peux partager au lead. Et comme ça, en fait, tu te reconstruis un TAM qui est hyper qualitatif Mais et tu n'as écoute, quasiment pas de bruit du de vide. coup, attends, du coup, parce que c'est ultra fondamental, et moi, tu sais, forcément, je parle, enfin, tu me fais penser à mon prisme, tu vois, moi, Ouais, comment je fais mon taf. J'ai grave. des clients qui sont aussi bien en opérationnel, et alors moi, en termes de positionnement, je suis le positionnement des enfers. Depuis 6 ans, j'ai jamais vraiment, ou 7 ans, jamais vraiment eu un positionnement clair, parce que j'ai des opportunités, je dirais pas un peu par chance, qui tombent d'un peu partout. Donc j'ai des scale-up, j'ai des startups, j'ai des agences, même des indépendants. Enfin, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Et sachez le petit teasing, je pense qu'il y aura un positionnement beaucoup plus fort d'ici quelques semaines ou à la rentrée Q4 2026. Mais pour revenir de manière très concrète, quand je commence à accompagner des boîtes, quel que soit du coup dans ce spectre-là, j'essaye de mettre en place des campagnes de quick win. Et Paul enfin, se reconnaîtra dans ce que je dis là. Et du coup, on fait plusieurs signaux, tu vois, différents, dont tout simplement le lookalike, tu vois. Sauf que généralement, du point de vue de mes clients, c'est assez mal perçu parce que ce que eux ils attendent, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir toi ton prisme, ton expérience et les sales, c'est eux ils s'attendent à ce qu'on fasse des grosses listes et qu'on envoie, tu vois, du lourd pour capter un maximum de monde. Et moi je leur dis, mais le mieux c'est quand même d'aller reproduire du succès que vous avez déjà. Ouais. Et du coup, la question que je te pose, c'est à quel moment vous avez commencé du coup à faire, mais du coup, pas vraiment un TAM, mais d'aller chercher, enfin, comme moi j'appelle ça plutôt du look-alike, tu vois, ou en tout cas des business qui ressemblent. À quel Ouais. moment vous avez commencé à faire ça? Et comment ça a été perçu? Et comment t'as fait pour que ça soit adopté, ou en tout cas qu'il y ait encore une fois la confiance sur cette nouvelle méthode? On l'a fait il y a peut-être 1 ou 2 mois, on a commencé à le faire dessus. En gros, moi j'avais fait déjà une sorte de POC. Mais en gros, tu vois, le truc du lookalike, c'est tu vas le faire une fois. Mais nous, en fait, l'idée c'est de rebuild le TAM en fait. Donc c'est de le faire partout sur un volume assez gros. Et Hmm. tu sais, quand tu le fais une fois un lookalike, tu vas trouver 10 boîtes qui sont. D'ailleurs, un point à part, c'est que c'est quoi les critères de ton lookalike? Parce que tu vois, est-ce que c'est vraiment les concurrents ou est-ce que c'est des boîtes qui présentent des mêmes indicateurs, genre, je sais pas, temps d'ARR avec plutôt software? Dans ce cas-là, c'est un lookalike aussi, tu vois. Donc, pour moi, là, on est vraiment au critère le plus fin du lookalike, c'est de dire, OK, est-ce que Google dit que ça, c'est un compétiteur? Et généralement, c'est très bien. Et Et ce tu te bases truc-là, vraiment à chaque fois, ouais, je vois un scope Google ouais, SERP. Tu te bases que sur Google, c'est même pas sur. Ok, si ok. on fait des AI search, mais en gros, honnêtement, hein, scraper une Google SERP, ça se fait avec plein d'outils et ça donne des bêtes de résultats. Tu scrapes la Et le première page. SERP, il se base sur le SEO, pas sur les ads ou quoi? Non, tu peux aussi en avoir un sur le paid aussi. Et ça, c'est encore Ouais, mieux. Parce que ouais. là, je sais pas si tu rentres dans le truc, c'est qu'à la base, je te disais, c'est Google qui a fait le ranking pour aller faire ton lookalike tout seul. Mais sur les ads, c'est encore mieux. C'est parce que généralement, c'est les boîtes elles-mêmes qui vont aller Oui, bider sur les oui, marques ils des se autres. positionnent, donc Et du sur coup, leur t'es propre sûr que c'est un intention. concurrent. Ouais, t'es Mais sûr que c'est un concurrent à 100% parce que les mecs payent carrément pour être là-dessus. Donc en fait, t'as le lookalike le plus précis de la Terre. Objectivement, je vois pas comment tu peux faire plus précis que ça. Et ce qui est cool, c'est que tu marches en système de loop, donc tu vas vite couvrir des sub-industries. Et si tu le fais at scale, bah tu te retrouves avec un time qui devient intéressant. C'est beaucoup plus facile de construire du contenu qui va être tailored pour eux, tu sais, vraiment un contenu adapté pour ces boîtes-là. Et ça va participer, tu vois, aux sales, avec les sales, pour dire, OK, en fait, c'est chambé parce que maintenant, quand on va aller attaquer des boîtes, on va vraiment pouvoir avoir une stratégie globale qui mêle pas que, tu sais, souvent on dit la BM, ça va être mêler tous les canaux. Je suis archi d'accord avec ça,
Mais tu vois, pour mêler tous les canaux, il faut aussi avoir la bonne stratégie de contenu derrière. Et c'est difficile en Oui, fait de faire le contenu. ça, quand même, on peut le redire pour ceux qui n'ont pas visionné tous les autres épisodes. À la base, je voulais monter un podcast que sur la BM, parce que justement, ce que j'avais remarqué, notamment en parallèle de nos discussions avec Nicolas et Mathieu, c'est que parmi, on va dire, tous les growth, ou en tout cas les boîtes qui font bien de la BM, en tout cas qui ont des résultats, même parmi elles, toutes ont un avis Ouais. différent ou des convictions différentes sur ce qu'est l'ABM et un bon ABM. Donc en fait, et c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'aime pas faire du contenu à la base, encore moins me mettre en lumière dans un podcast. Mais ce qui m'a fait tilt, c'est quand j'ai dit, attendez, je réfléchis avant de voir si je vais faire le podcast. J'ai échangé avec une vingtaine de personnes, pas toi malheureusement à l'époque, mais et dans cette vingtaine de personnes, la première question que je posais, c'est quoi l'ABM pour toi? Et il y avait des réponses différentes à chaque fois, alors que c'est que des gars successful et des boîtes successful. Donc, moi, ça, j'y crois pas. L'ABM, c'est comme ça. Mais il se trouve que quand même, il y a un point commun à tout le monde, c'est que l'ABM, quand même, on va aller cibler des comptes et pas faire une vieille liste, on va dire, exhaustive d'un marché, mais plutôt propre à des critères bien définis et généralement aussi, mais encore une fois, même ça, c'est pas certain. C'est tu vas cibler une petite partie parce que tu dois tellement fournir d'efforts pour faire le siège sur ces boîtes-là. Et évidemment, que ça soit probablement multicanal, et quand je dis multicanal, je parle pas juste de l'email et de LinkedIn, mais des ads, mais aussi mais plein d'autres choses, du meeting, des événements, enfin plein de choses, que là on fait de la BM, mais après il y a plein de méthodes différentes. Tu vois. Donc, enfin, toi, tu as ta propre définition sûrement. Ouais, évidemment. Bah, évidemment, après, je pense qu'il y a quand même des similitudes sur le fait que, tu vois, c'est des alignements entre des équipes différentes pour essayer de couvrir le maximum de canaux. Je pense qu'il y a vraiment une partie qui est un peu oubliée, c'est vraiment toute cette partie contenu, en fait, où tu vois bien que, enfin, une bonne stratégie ABM, elle peut pas être appliquée si t'as pas vraiment le contenu qui va aller avec. Et, euh, et c'est pas si. Enfin, faire le contenu, pour moi, c'est de loin le plus dur dans la BM parce que trouver les compagnies similaires, de les mettre ensemble, de les mettre dans un cluster parce qu'elles se ressemblent, etc. Tu vois, c'est de la Il y a logique, tu même vois. des boîtes qui font un contenu pour une boîte. Bah ouais, je sais. Mais c'est clairement le. Nous, on n'a pas encore la possibilité d'aller à ce niveau de granularité-là, mais c'est clairement notre objectif. Et le but, tu vois, c'est comme je dis, à la base, on était trop large. Maintenant, on réduit à mort. C'est aussi pour ça aussi, c'est d'avoir la capacité de créer du contenu qui va être adapté pour ce qu'on veut faire. Et Et là, parce cette que méthode de TAM-là, franchement, je la recommande à tout le monde. Je sais pas si d'autres l'ont beaucoup faite. et là justement, là, donc toi, tu appelles ça une méthode de TAM, pourquoi pas? Vas-y, je En fait, tu valide vois, aussi. en fait, je t'explique pourquoi je dis ça comme ça. C'est parce que quand en fait, quand tu fais des grands comptes, les TAM, c'est assez facile à faire. Enfin, je vais peut-être me faire étrangler en ayant dit ça. On va dire ça. Mais tu vois, les grosses Vas-y, merci boîtes qui font beaucoup. plus de 500 personnes, elles sont plus facilement connues. Euh, Nous, on a un TAM qui est relativement vaste, et si tu prends une grosse base et que tu viens la filtrer, ça va te coûter cher et tu vas perdre pas mal de temps. Nous, ce qu'on se dit, c'est on va mettre plein de petites graines partout, et à la fin, ça va te faire un truc relativement vaste aussi. Mais c'est vraiment de le prendre dans l'autre sens. Et on les attaque pas tous en même temps, mais au moins on la bulle, tu vois, le truc, tu vois. Et donc, certes, tu vois, c'est un lookalike, mais en fait, c'est un lookalike hyper précis, en masse, et ça te permet de dire, en fait, un TAM à la fin, c'est quoi? C'est ta liste d'entreprises que tu vas pouvoir adresser. Et l'objectif, c'est de le faire, mais dans un autre sens. Au lieu de partir de large, on va partir de fin, de petit, quoi. Ouais, c'est une sorte de. On pourra peut-être en off, il faudra, ou en tout cas en post-prod, je trouverai peut-être un terme qui te plaira, mais une sorte d'arborescence en fait, comme tu l'avais mis Ouais, dans ton schéma. ouais, exactement. Et, mais j'aime bien, mais justement, c'était ça ma question que j'allais te poser, c'est est-ce que cette technique-là, elle est peut-être pas plus adaptée justement aux grands comptes qu'aux petits? Tu vois, par Bah, exemple, en j'ai fait, en tête, là, je vais pas les citer parce que, ouais, enfin, mais j'ai des clients, là en ce moment, j'ai des clients, enfin un client, ils ont une vingtaine de boîtes en clients, mais par contre, ouais, c'est des paniers moyens à 100K l'année, tu vois. ouais. Et dans les 20 clients qu'il y a, que des grosses boîtes, que des très grands comptes. Euh, et du coup, euh, pour, pour eux, tu vois, je pense que ça peut être applicable, tu vois, c'est plutôt de dire, on va aller cibler, tu vois, toutes les boîtes du CAC 40 ou toutes
le top 100, tu vois, enfin, des boîtes qui correspondent aux critères de leur cible, c'est de dire, ben, on prend les 20 et on va chercher les compétiteurs des 20, tu vois. Ouais. En plus, je trouve que c'est un peu éclectique, tu vois. Mais toi, du coup, dans ton sens, vous êtes plutôt, est-ce que je me trompe en disant du mid-market plutôt? Non, je sais Ouais, pas. plutôt mid-market. Ouais. Voilà. On Et donc, a, du on a coup, quelques clients enterprise, mais plutôt mid-market. toi, comment tu fais, du coup? Mais tu vas me dire peut-être c'est trop simple et que je pose une question bête et qu'il faut commencer au doigt mouillé. C'est comment tu fais par dire, ben, ok, bon, là, on va aller chercher les compétiteurs de eux, tu vois. Parce qu'en fait, Déjà, tu le vous fais avez avec tes les- clients. oh, pardon? Déjà, moi, dans mon cas, c'était facile. On avait quand même une liste de clients au départ. Donc d'abord, tu vas le faire avec tes clients. Et vous aviez de combien de clients quand vous avez commencé à faire ça? Je crois qu'à ce moment-là, on était à 300. Ces 300 là, tu dis pas, bon, on prend les 300 et on fait le. Ah si? Ah si, tu prends les 300 d'un coup. Bah ouais, mais c'est le but de faire le truc En fait, le but, c'est de le faire en mode automatisation. Ok, donc tu le fais à scale. Ok, j'avais pas Mais compris. en fait, regarde, Je et fais je vais pas te à dire scale. mieux que ça, c'est qu'on n'a pas pris que les 300 parce qu'on a aussi des deals lost, ça arrive, tu vois. Et du coup, on a une base qui est un peu plus grosse. Et écoute, tu le fais à scale comme ça. Et ce qui est trop bien, et c'est là que tu rentres dans un truc qui est une loupe, c'est que bah, une fois que tu as eu tes résultats, genre, je sais pas, tu as cherché les concurrents de Namelist, bah, tu vas refaire le même process sur les concurrents de Namelist, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas avoir couvert un peu toute l'industrie de ce que fait Namelist. Tu vois ce que je veux dire, moi? Ok. Et du Non, coup, en mais très fait, bien. Je pensais que tu le mais faisais pas je à pense que scale. ça marcherait si tu avais 10 compagnies. Je suis sûr que tu pourrais arriver à la fin à avoir les 1000 compagnies de ton TAM. Parce que quelque part, je pense qu'il y a toujours des recherches qui vont t'amener à une petite industrie un peu différente. Et donc toi, pour Honnêtement, toi, le je suis pas secret sûr de de ce que je ce. dis, mais en tout cas, nous, ça a bien marché. Bah ok, trop bien. Mais attends, mais encore une fois, si on m'écoute trop, l'épisode il va durer 2 heures. Mais du coup, la synthèse de ça, de toi, de ton lookalike, c'est SERP Google, en fait. Ouais, la SERP Google, elle est bien. Tu peux C'est faire pas de des faire le AIM search. lookalike. Et là, pour le coup, enfin, j'espère qu'ils m'en voudront pas. C'est pas de faire le lookalike Pipecorn qui en réalité est le lookalike SalesNav. C'est pas Ouais, de faire ça. Non, tu vois, c'est. non, Et du coup, est-ce que. Bon, on aurait pu faire un épisode rien que sur ça, donc je vais me calmer, pas mais grave. est-ce que du coup. Est-ce que du coup, c'est tu prends le top 10 dans Google, à quel moment tu t'arrêtes dans Première le page. search, première En page? gros, ce qui est pas mal avec les outils de scrapping des SERP, c'est qu'il va te donner les premières pages et après tu vas pouvoir mettre de l'intelligence sur l'analyse de la page. Parce que par exemple, tu vas avoir des articles de blog parfois qui vont te faire le top 10 des solutions de billing, tu vois, et tu vas avoir dedans Hyperline, Chargebee, etc., etc. Donc tu vas pouvoir mettre de l'intelligence dedans en disant analyse seulement les résultats d'entreprises réelles et donc il va déjà trouver des trucs bons. Et après, tu as aussi certains acteurs assez spécifiques, genre je pense à G2 par exemple, qui font déjà aussi ce genre de listing-là. Bon, il y a des petits biais sur G2 parfois, mais en fait, tu prends juste la première page et tu as largement de quoi faire en fait. Et Trop bien. généralement, après ce que tu as dans la deuxième page, tu n'auras rien d'intéressant. Mais si tu as les ads, déjà les ads, en gros, tu as 4 positions au-dessus, tu as 4 positions en dessous. Donc déjà, si tu prends ça, tu prends les résultats organiques, en fait, en une recherche, tu te mets très bien. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, on l'a fait, ces recherches. On a fait une recherche FR, une recherche UK, une recherche US. C'est les géographies qu'on couvre le mieux pour l'instant. Et du coup, tu as des résultats différents aussi. Et forcément, du coup, parce que on a envie d'aller jusqu'au but, tu vois, parce que là, on est dans la construction du jeu. Et le but, c'est quoi? C'est ton sales, ensuite, il appelle. Et est-ce que tu as. Bon, on devait pas parler de ça, hein, Après, on t'as a pas prévu. en fait, en gros, on a le TAM, on a même la sub-industrie, et là, on commence à faire notre tactique ABM, tu vois, qui consiste à activer un peu tout et à fournir aussi la liste sales, de dire, ça, c'est toutes les boîtes de cette sub-industrie-là. Et en fait, ça repart dans notre flot d'enrichissement naturel, sauf qu'en fait, l'input de notre flot d'enrichissement, il est vachement plus pur que le TAM qu'on avait avec Apollo. Oui, non, mais attends, moi, je vais carrément encore après, tu vois. Au but, c'est quand le sales, il appelle, parce que vous faites pas de séquence, hein, tu m'as dit. Pas de call email, pas de tout ça. Si, si, on en fait avec Namelist, c'est bien sûr. Ah, d'accord. Et Le dans. but, c'est vraiment de le faire sur l'ensemble du truc. Ok, je pensais qu'il y avait que les sales qui t'appelaient. Non, les Et sales appellent, d'ailleurs, même les sales parfois participent à la création des séquences d'outreach, tu vois. Mais ouais, l'idée, c'est aussi que le sales puisse appeler, que dans les séquences, en gros, on puisse utiliser la seed comme social proof. Tu sais, c'est ça.
C'est en En gros, c'est disant, je c'est- vous tu appelle découvres parce que comment Lemlist a simplifié son quote-to-cash process grâce à Hyperline et tu l'envoies aux concurrents. Voilà, je te donne un exemple avec Lemlist. On l'a pas du tout fait avec Lemlist pour le coup, pas de mais souci. bon, Mais je suis clairement, vous assumez ça comme ça. Vous assumez ça comme ça en disant, on a le use case qui montre, tu vois, bénéfice, mais il y a concurrent qui avait tel problème et ouais. on a réussi à lui générer tel bénéfice. Est-ce que vous voulez le use case? Ça s'arrête Ouais, là. mais En gros. généralement, en fait, généralement sur la partie billing, les boîtes qui sont dans les mêmes secteurs, elles ont les mêmes problèmes, tu vois. Ouais. Et en Donc, plus, il n'y a pas de souci à utiliser la solution qu'utilise un concurrent parce que c'est pas ça qui est déterminant sur, par rapport à la performance qu'ils vont avoir eux derrière de leurs produits. non, C'est non, plutôt ça sur n'a rien à la voir. En santé de gros, leur finance. Ouais, donc, mais en fait, c'est déjà le cas. Tu vois, le marché aujourd'hui, il est quasiment, enfin, doit être partagé entre Stripe Billing et ChargeBee et sur peut-être 80%. Tu vois, la plupart des boîtes, elles utilisent Stripe Billing ou ChargeBee aujourd'hui. Bon, ça leur pose pas de problème parce que la réalité, c'est que c'est l'outil de billing, c'est pas un outil, c'est un outil critique pour avoir ton cash, mais c'est pas une connaissance que tu peux pas partager avec une autre boîte, tu vois. Enfin, en gros, si deux concurrents ont le même outil de billing, bah, je veux dire, le meilleur concurrent, ce sera toujours celui qui a le meilleur produit à la fin, tu vois. trop bien. Désolé, je te fais beaucoup parler. T'inquiète. Mais c'est trop bien, c'est trop intéressant. À chaque épisode, j'ai l'impression que c'est le meilleur épisode, mais je crois qu'ils sont tous ouf. Mais à chaque fois, Non, vu que franchement, j'apprends de nouvelles choses. il y a eu vraiment des bons épisodes. Celui de Vincent, il était vraiment cool. Je lui ai écrit d'ailleurs juste après. Il était vraiment cool cet épisode. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, les épisodes qui m'ont grave intéressé, c'est les épisodes sur les grands comptes, alors que je fais pas du tout de grands comptes. Mais tu Et vois, parce que, bah, on pourra aussi en parler en off, mais les grands comptes, au final, il y en a peu qui en parlent. Il y en a très peu qui en parlent. ouais, grave. Et donc, quand c'est nouveau aussi, et moi, j'ai appris trop de choses et j'apprends trop de choses. Tu vois, même là, on parle pas de grands comptes, mais j'apprends trop de choses. Ça me donne des idées pour mes propres projets. Du coup, bah, déjà, la mission de base qui était, j'avais dit à Nicolas et Mathieu, mais moi, déjà, si chaque épisode m'intéresse et que je suis le seul viewer, moi, déjà, c'est un succès pour moi. Mais je pense que ça sera pas que moi que ça va intéresser, donc trop bien. Donc si on fait, on en est où là de Là, en tourner? gros, je te disais sur le dernier truc, pour vraiment terminer comment ça s'est traduit en termes d'action. Parce que tu sais, on a parlé de but de la confiance, on s'est dit, ok, c'était quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on leur a donné? Donc, on leur a donné la possibilité de rentrer dans les process, on leur a donné la possibilité d'avoir plus de data sur leurs propres actions. Et après, l'idée, c'était aussi de remettre en place nos process. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant sur cette idée de bosser avec des sub-industries, c'est que ça nous permet de marcher en pur sprint. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va aller, par exemple, se dire, c'est comme si tu faisais du grand compte, mais sur des petits comptes et sur ces industries très spécifiques. Par exemple, on a des entreprises de KYC verification. En gros, c'est ceux qui vérifient les cartes d'identité dans les process quand tu ouvres des comptes. Hein, si tu ouvres un compte chez Conto, on va te demander ta carte d'identité et ça va être validé par un outil qui va checker numériquement si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Bref. Et c'est des industries, tu vois, qui marchent masse à l'usage et tout. C'est vraiment des bonnes industries. Pardon. Bref. Euh, on va se dire, OK, on va faire ce thème-là. On va mettre notre petit site qui va nous créer un subset et on va avoir tous les compétiteurs. Nickel. On a les compétiteurs. Et maintenant, bah, on va construire pour eux tout ce dont on a besoin pour le content. Donc, c'est-à-dire les customer stories, les use cases, faire des lead magnet, des ads. Vraiment, build ce content-là et l'envoyer en cadence, tu vois, sur les 3-4 prochaines semaines. Et c'est plus facile pour un sales, tu vois, de se dire, OK, en fait, quand je décroche et que je fais mon call, en fait, mon accroche, elle est déjà faite et je sais déjà de quoi je vais parler parce qu'en fait, j'appelle des gens qui font partie du même sprint. Donc, cette méthode de sprint-là, en vrai, pour le coup, elle est Mais assez du cool. coup, ça me donne, quand tu dis Customer Story, Use Case, Lead Magnet, Ads, c'est eux, ils sont orchestrés et diffusés de quelle manière? Bah, il t'a un peu tout, tu vois. Nous, sur les canaux d'ads, aujourd'hui, on est principalement sur LinkedIn et Google, Reddit, un petit peu. Après, tu vois, Customer Story, bah, on part avec notre site. Donc, tu vois, on a ce client-là, on va créer un petit testimonial express. Soit on va le mettre sur notre site, soit on le met pas sur notre site, ça dépend. Essayer de réfléchir à des use cases en particulier pour eux. Donc, ça peut vraiment être spécifique à. Tu vois, là, on essaiera de réfléchir à quelles sont les problématiques de billing pour la KYC verification et comment Hyperline peut résoudre ça?
Et après, sur League Magnet, ça dépend vraiment de s'il y a une petite idée qui pop, qui est vraiment bien ou pas, tu vois. En gros. Ok, propre. Non mais propre, vous préparez vraiment le terrain. En fait, vous coucounez vos sales en fait de ouf, hein. Vous avez raison, hein. Vous avez raison. Ouais, En tout bah cas, vous leur écoute, préparez au max le terrain, quoi. ouais, je sais, bah après, tu vois, c'est cool aussi, tu vois. Franchement, on bosse dans une bonne ambiance avec eux, ce qui n'est pas forcément toujours été le cas partout, je trouve. Non, c'est vraiment cool, on est dans la même team. Et ouais, tu vois, enfin, tu vois, à la fin, l'objectif, on va pas se mentir, hein, c'est qu'on atteigne nos objectifs. Trop bien. Et du coup, attends, dernière question très pratique. Et je suppose qu'après, du coup, c'est là, t'as parcouru toutes les. Ouais, Ok. Dernière question par rapport à ce sprint, c'est que du coup, le sales, les sprints, ils durent combien de temps? 3 4 semaines, ça dépend. On peut faire plus long, on peut faire plus court. Ok, donc globalement un Ça dépend mois. du nombre de boîtes qu'il y a dedans, en fait. Ouais, Et globalement. du coup, lui, le sales, pendant ces 3 4 semaines, lui, est-ce qu'il a des infos, on va dire dynamiques de qui est venu sur votre site ou qui a téléchargé tel Ouais. contenu ou pas, et du coup, il déclenche plus facilement des calls ou il y va à l'abordage, il sait qu'en ce moment, dans cette période-là, il y a toutes ces boîtes-là qui sont attaquées et il y va en call. Ouais, on capte ces données de qui vient sur notre site. Nous, on utilise RB2B pour faire ça. Euh, Parce que Après, tu vous avez vois, une société US, c'est pour ça que vous faites ça. ouais, exactement. Ok. En gros, notre marché, il est principalement. Tiens, il y a le boss qui me dit au revoir, donc je suis obligé de tourner la tête là, tu vois. Mais, ouais, donc ce que je te disais, c'est que ouais, notre marché, c'est un tiers US, un tiers France, un tiers reste de l'Europe. Pas d'infos très critiques en vrai. Et du coup, ouais, Airbnb, c'est pas mal pour ça. Après, tu vois, c'est un outil qui coûte relativement cher et je pense qu'on arrive à un moment donné à une partie du mois où on ne traque plus nos visiteurs website. Parce que, objectivement, c'est un outil qui coûte cher, tu vois. Ok. Et on est une petite boîte, tu vois. On est chier comme chier, on est encore une vingtaine de personnes. Et même si, en vrai, je pense qu'on est pas mal en termes de nombre de clients, etc. Euh, ouais, tu vois, pour le prix que c'est, on n'en a pas encore tiré suffisamment de valeur. Je pense qu'il y a plein d'outils comme ça qui, à mesure du temps, on va grossir, vont être vraiment plus critiques pour nous. Et Airbnb, ça en fera partie. Je pense qu'il y en a plein d'autres, honnêtement. Je suis pas du tout inquiet sur ta capacité à trouver des solutions de substitution à ça ou des process pour que ça soit plus économique. Cet épisode, il est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut en faire la synthèse ou il y avait d'autres choses dont tu voulais parler? Non, en vrai, la synthèse, comme je t'ai dit, elle est là, hein, c'est ces trois trucs-là, hein. Si vraiment tu veux que tes sales soient embarqués avec toi dans le truc, bah déjà, donne-leur une possibilité de décider. C'est toujours plus intéressant d'avoir un peu son sang entre les mains que juste subir un peu les listes qu'on t'envoie. Donne-leur la possibilité finalement de voir leurs actions, voir les résultats et voir aussi, tu vois, qu'ils puissent questionner tes propres résultats. En gros, s'ils voient que la data quality elle baisse, bah, ok, ça veut dire que, tu vois, en gros, ils peuvent te juger, tu vois. Et après, tu vois, c'est un peu comme tout, tu vois, c'est d'essayer de réfléchir à des moyens intelligents d'améliorer tes process. Et du coup, tu vois, moi, ma petite particularité à ça, c'est qu'à l'origine, moi, je suis plutôt un inbound guy, tu vois. Avant, j'étais chez Conto, mais je faisais que de l'inbound en vrai. Et du coup, je trouve que le truc intéressant dans ça, c'est que dans l'inbound, on est dans un flot de données permanent. Et d'amener beaucoup d'analytiques sur la outbound, ça m'a permis à la manière de ce qu'on aurait fait en inbound, ça m'a permis aussi de voir pas mal de trucs qui sont pas forcément couverts, où j'ai pas forcément trouvé de réponse à mes questions. Et en fait, les réponses, tu te les crées tout seul, hein. Bah, bravo. Franchement, bravo. À mon avis, je suis pas le seul quand les auditeurs vont visionner ou écouter bientôt sur Spotify, qui sait, Ah, l'épisode. Je suis très impressionné. À mon avis, il y en a plein d'autres qui vont être impressionnés. À mon avis, tu vas en inspirer. Moi, tu m'as déjà inspiré sur des. Pas, pas sur le sujet de fond, parce que malheureusement, j'ai pas l'opportunité, mais peut-être un jour, qui sait, d'aligner des équipes, mais sur des méthodes et des pratiques, tu m'as donné pas mal d'idées. Tu m'as même promis un petit guide qui a l'air public, ouais, qu'on ouais, il est qu'on va public, il est pouvoir sur mon utiliser. GitHub, hein, il est vraiment pas secret celui-là. De toute façon, comme je t'ai dit, j'ai- je- enfin, je trouve que nos métiers ils sont cool parce que tu vois, on peut se partager plein de choses.
finalement, tu vois, on a tous plus ou moins les mêmes questions. Et enfin, mettre Bah les trucs écoute, en public, moi, ça me pose aucun problème. bah moi, tu vois bien que le but, c'est ça aussi du podcast, hein, c'est que moi j'ai trouvé, entre guillemets, un petit hack ultime, hein, c'est que je discute avec les meilleurs d'entre nous qui me partagent gentiment tous les secrets, les bonnes pratiques, les apprentissages, les insights, que je peux repartager à tout le monde et en utiliser certains pour moi. Donc ouais, je pense que c'est ça la genèse et c'est pas pour rien que j'ai mis le mot amour dans notre titre pour remettre un petit peu d'humanité dans ce monde un peu de brut qui est le growth, ou en tout cas la base je trouvais. Donc trop bien, merci pour tous tes partages. Avec Un plaisir. ultra dense et j'espère que, je sais pas si le podcast il vit toujours dans plusieurs mois, peut-être tu reviendras une autre fois pour nous parler de tes avancements. En tout cas, Écoute, merci pour tout, avec grand Quentin. plaisir. Attends, je pense vite fait à ton monteur 2 secondes parce que on a dit quand même pas mal de fois Pronto. S'il veut remplacer Pronto, je vais dire Pipecorn une bonne dizaine de fois, comme ça il va pouvoir le réutiliser Donc c'est Pipecorn, 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 Pipecorn et Pipecorn. Voilà. Donc là, je pense qu'il pourra bien l'utiliser. Énorme. Écoute, on verra ça avec lui. Merci pour tout, Quentin. Et Salut, bonne fin de journée à toi. allez, bye. Salut. Bon, mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai 2 choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes, signaux par signaux, et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Si cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM en amour.